Ça, c'est la réalité. Particulièrement aujourd'hui, quand on est dans un monde dans lequel on est, en fait, les gens s'en foutent du design. Mais par contre, quand on parle de business, là, ça va, on commence à nous écouter. Dans une organisation, on interagit avec beaucoup de gens qui ne sont pas des designers et qui ont eux aussi du mal à comprendre ce que vous faites. C'est qu'un mauvais design qui sort aura toujours plus d'impact qu'un très bon design qui ne voit pas le jour. Je suis sûr que vous avez eu des super idées aussi. Personne ne le sait. These 5 concepts are the basis of the masterclass that I'll be offering in December here at the laptop. Just get a grip on these 5 areas, then you'll really be in business. Il faut être plus au courant du business que votre propre client. C'est là que vous commencez à apporter de la valeur. Mais j'en arrive à mon message d'espoir. Vous êtes des designers, donc ça va bien se passer. Tout est venu du fait de ma rencontre avec Lisa, qui est une femme extraordinaire. Enfin, vous regarderez son CV sur LinkedIn. On s'est dit, là, vraiment, il y a un petit sujet quand même sur le business et le design et le business. On en a parlé, on a fait un petit podcast il y a quelques années, un slash design sur le sujet avec Sonia Aressil, qui travaillait chez Accenture. Et on s'est dit, bon, il y a quand même il y a un petit sujet, mais en même temps, on sait pas trop ce que ça veut dire, parce que finalement, les designers et le business, c'est vraiment pas du tout un sujet. Quand j'ai créé le laptop, c'était vraiment le début du design, de l'UX. Donc déjà, si on arrivait à faire rentrer le design dans les entreprises, on était content. Enfin, c'est déjà la première étape. Et après, évidemment, on a fait plein d'ateliers, on a fait plein de projets, et puis il y a eu une espèce de ralentissement de la montée du design, et en fait, peut-être beaucoup de gens formés, beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas l'expérience des entreprises, et donc forcément, si on parle d'entreprise, on parle de business. En fait, c'est la même chose. On a appris tout ça à effectivement vous savez tous maintenant tous cadrer des projets, et cetera. Mais il y a toujours ce plafond de verre quand même après toutes ces années, et donc même si on a rajouté de nouvelles compétences et être encore plus pertinent dans nos projets, notamment la recherche ou le service design, après les métiers ont commencé à se structurer, et donc on a une espèce de des factories avec plein de petits métiers, des product designers qui font pas forcément de la recherche, ou on a les PM qui font de la recherche, donc compliqué. Et donc en fait, en parlant avec Lisa, je me suis dit: «Non mais là, il faut qu'on passe à une vitesse supérieure. Là, il faut même pas essayer de trouver un nom à notre métier, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas dans le sens où design, ça marche pas, on oublie. Mais par contre, quand on parle de business, là, ça va, on commence à nous écouter». Donc Lisa s'est dit: «Bon, on s'est dit: "Vas-y, on fait une formation et là, on va vraiment apprendre aux designers ce que c'est le business, c'est quoi leurs outils, manipuler des spreadsheets, des trucs qui nous semblent pas du tout créatifs, et au contraire, justement, c'est ça, en fait, l'idée, c'est que les chiffres, c'est que de l'énergie, enfin, l'argent, c'est de l'énergie, c'est des flux, c'est des choses qui se déplacent, et ça se déplace dans des cases de spreadsheet, quoi, en fait. Il y a des gens qui font ça toute la journée. On se dit pas que finalement, on peut avoir ce pouvoir sur les chiffres. Mais en fait, c'est pas si compliqué et la marche n'est pas si difficile. On a assemblé, on a invité tout un parterre de stars. Aigo, une super agence qui est dirigée par Geben, et puis Mathieu Mangasson, qui est parti aux États-Unis et qui travaille chez The Code and Theory, donc gros niveau. Et donc, il a plein de choses à partager aussi sur les métiers et comment on nomme chaque personne, les PM, les machins. Enfin, on en parlera peut-être, mais en tout cas, Lisa fera une masterclass en décembre pour rentrer dans le dur, là. Suivez-nous sur le laptop.com. On a aussi le Circle, je sais pas si vous avez vu. Il y a plein d'événements, c'est là où vous pouvez vous inscrire, et puis il y a la communauté. Bon, voilà, donc bonne soirée, j'espère que vous allez apprendre plein de trucs. Merci. Good evening, everyone. I'm so delighted to be here with you so that I can nerd out on my favorite topic and talk to you guys about business design. So, the first thing I'd like to share with you is, because we're all designers here tonight, we can start with a story because we love storytelling, right? So I'll tell you about a story that is what started my interest in sharing this knowledge with others in the design community.
So it wasn't so long ago that I just sat down and fired off a little story. I typed the whole thing out on my phone and then posted it to LinkedIn. And the next thing you know, it went a little bit viral. And I thought, well, maybe people are interested in this. So here's the story. I will never forget one call years ago with the Match.com CFO. There was a bunch of us designers. We were all huddled around a Polycom, and the finance chief's voice was crackling through the speaker. Some design director or somebody asks very sincerely, "So, what does success look like for this project?" And there was a long pause. Does incredulous have a sound? Finally, he says, "The point is to improve margin. Let me be really clear. The point is always margin. There is no other point of anything. Not for this project, not for any project." And on our side, it was crickets. Nobody said a word. They didn't know what to say. So flash forward many years later to 2023, and I find myself pitching a complete brand and web overhaul to another group, and they really need it. But the price tag feels high. Many behind-the-scenes calls have happened already, and this is the consensus moment. The chief executive is there, so is the finance chief, and a bunch of other officials. They have an insanely strong balance sheet, just sort of sitting there, accumulating and doing nothing. Meanwhile, breaking even month to month on operations, with a digital presence and an interactive paradigm straight out of 1990s Portland. I can sense from the body language that it's really the finance chief's call. The chief executive is glancing that way for a nod. The deck is beautiful. The possibilities are endless. The joy imagined for future users was profound. Then comes the last slide, entitled, enticingly, Accounting Treatment. You can capitalize the site and the brand work, too, as an integrated prerequisite of that site. Over 7 years, maybe 5 if you want to be conservative. You don't have to expense it all this year. You can amortize it as an asset on the balance sheet over time. This will get you under the board vote threshold in the current year. The next thing I know, I see that chief finance officer give a nod to the chief executive officer, and I knew that we had clinched the project. I am often asked how business fluency shows up in design and how knowing the right concepts, concerns, and terms gets you a seat at the table, which is the phrase we in design use to mean respect. The answer often lies in accounting fluency, or as one might say more simply, the language of business. If you'd like to understand why capitalizing the site was good for margin, please raise your hand. Designers will save this godforsaken planet, and they are just 1 or 2 accounting terms away from understanding why, from understanding how. And we won the project based on an accounting treatment. And that made me realize that there's more to say in this area. So I want to share it with you tonight, but why do I deserve to be the person to share any of that with you? Who am I? I'm Lisa Baird. I'll tell you a little bit about my background so that I can gain a little credibility with you. My education includes an undergraduate degree in finance from UT Austin. I also majored in journalism while I was there at UT Austin, so 2 bachelors. And then I later got an MBA at the University of California in Berkeley. And I finally got a Master of Design in Interaction Design at California College of the Arts. Some of the past jobs that I've had include originally an investment banker at JP Morgan many, many moons ago. And after that, I took a U-turn into design. I started working at IDEO.org, the nonprofit sister organization of IDEO. And then I found myself momentarily a grant maker at the Bill and Melinda Gates Foundation, helping design the business models of the new nonprofits that they were trying to start. And then I found myself back at IDEO as a principal business designer. Some of the clients that I've had more recently as an independent designer include, this past couple of years, the Eames Institute, which is more or less a museum and institute for the work of Charles and Ray Eames. Also, the On Being Project with Krista Tippett. She's a well-known journalist in the States. And the Aspen Institute, a nonprofit think tank, as well as recently the WHO Foundation in Geneva. So these are a few of the things that I've been up to. But it's important to note that I am by no means any kind of big deal. I'm, in fact, quite a small deal. But tonight, I can tell you the story of being a small deal. And I can tell you how to become a small deal by speaking business. So
my story. I grew up in Dallas at the tip of that arrow next to this big university campus, University of Texas at Dallas. I was a suburbs kid. I grew up riding my bike and swimming in pools and running across lawns just like everybody else. And I went to the public university in my state, University of Texas System. I majored in finance and journalism. I wanted to be a Wall Street Journal reporter at one point in my life. I finally graduated from there and became an investment banker straight away to get what I thought was the fundamental kind of mathematical and financial underpinnings that I needed to understand the economy more broadly. So I worked at the top of that little black building that has now since been torn down and replaced by another skyscraper. And that was a very formative couple of years as a banker in New York. I was later hired away by one of the clients, a large university system in Texas, and I worked in that white building on the 4th floor. This time I was on the client side issuing bonds. And we were issuing, I would say, $500 million in bonds every year to build the next classroom, to build the next hospital at the medical center, et cetera. And after that, I was recruited away to another large university system in California, the University of California system. And I did similar work there, more strategic in flavor, corporate finance. And while I was there, I went and got my MBA, an evening MBA. So after work, a couple of nights a week, around 5 o'clock, I would go to UC Berkeley and I would earn my MBA. And I focused, of course, in finance because I thought I would one day be a CFO. That was the goal at the time. But a funny thing happened. There was a little exchange program offered to me to come away to Paris, live in Montmartre, and attend ESSEC and take a few finance classes there. So all I had to do was get on the RER and go out to this campus a few times a week and take, frankly, the hardest finance classes that I've ever had to take, including all of my undergraduate education and all of my time at JP Morgan. This was really where I was challenged most, but it was really fun. And when I got finished with that, I came back and I was recruited to go and become a grant maker at the Bill and Melinda Gates Foundation in Seattle. And I worked in that little glass corner of that boomerang-shaped building, giving money to nonprofits and hoping that they could figure out a good business model to stay sustainable. But I hated it. I hated grant making. It was not for me because I wasn't building anything and I wasn't making anything. I was giving money to people who were, which is noble, but it wasn't for me. So I called up IDEO, who I had known from my internship at IDEO.org, and I said, can I come back? And they said, sure. So I found myself working at IDEO headquarters here on this little pier, right here, right in the middle of San Francisco Bay, and it was idyllic. I loved every minute. The client projects were fascinating. I learned so much. This is where I learned all about qualitative research and strategy and making things just like I wanted to do. And a funny thing happened. I started ascending the ladder at IDEO and being asked to manage teams that were made up of designers like interaction designers, architectural space designers, graphic designers, all of these people who had attended art school. They were, for me, a little bit scary. They were the capital D designers, and I had no idea how to speak to them. I had no idea how to be credible, and I was supposed to be managing these teams. And I knew if I were them, I would not take me seriously. So I decided to go back to school to the California College of the Arts and get my Master of Design so that I could learn what it would take to actually lead design teams. And it was here that I learned form and crit and design theory and all the things that an MBA could never give me. And that was a great experience as well. And I intended to go back to IDEO afterwards. But a funny thing happened. I had 2 babies by then, one of whom was born during the Master of Design. And so I preferred freelancing. I got to work from my home, which is that patio apartment on the 8th floor of this neo-Gothic building in downtown Oakland. And my first client was IDEO. So there I was back at the studio, but I no longer had to get on the big metal tube and fly to Cleveland on a Sunday night and any of those sorts of things. But I still got to do business design on teams. It was amazing. And over time, I started gaining more and more clients who were just what I call direct client, not through an agency. So I had a mix. And that was fun. I did that for 7 years. And maybe some of you experienced the same thing I did, but I wanted to get out. I wanted to get out to space. I wanted to get out to land. I wanted to breathe. And my family happens to own some private wooded land in the middle of very upstate Western New York in a little town called Eden. And we lived in that old rambling country mansion for a year. And we put the kids in the school in this little country town for 1 year. And this was our year to figure out what we were going to do. And it was around this time that the world kind of cracked open for me, as it did probably for many of you during the times of COVID, of what is actually possible with my life, what is possible with my career.
especially now that everything is on Zoom and nobody cares where you're located. So I started looking into visa programs to move to Europe. And next thing you know, I find one in France. And there is an entrepreneur's visa, the Passeport Talent for business creators. And it allowed me to move my 7-year independent consulting business to Paris and start it up, brand it, give it a name, bring my clients with me. Many of my US clients are still with me despite the time zone difference, but start building a book of business that's more locally based as well. And meanwhile, we live in Saint-Germain-en-Laye. The kids go to the international school out there. It's a lovely little life. Our quality of life is much improved for reasons that I'm sure you can imagine, especially now. But we're loving life there. And it's now the third consecutive school year that my kids have completed out there. And it's amazing. So this is my company, Fresh. It's running. I've now created at least one job for a French person. I have one employee, and I plan on growing it gradually over time. A micro agency, if you will. And we do product innovation and brand expression, corporate strategy, and architectural design. My husband is the architect. We are committed, and we are working through this agency every day. But I still can't ever get away from my roots. My roots are business design, and it's what I'm always drawn to. What does all of this experience and this life pattern really mean? And why does it matter tonight? It means that I tend to see the world and every business conversation through the lens of spreadsheets. I see a P&L when I'm talking about projects and products and innovations and what might happen with a new organizational design or what the possibilities are in any kind of enterprise or organization that I'm working with. And as we're talking about these rich ideas and all of this cool user needs stuff that needs to be addressed, I'm also looking at it through these lenses of how the numbers could work out and how it could be brought to market. I thought, well, what if I could teach this? What if I could really prove that I have gathered all of this knowledge into some coherent format that other people could learn from too? And the first aspect of that I've landed upon was venture design. It's so important to just understand how a venture is designed. And I don't just mean startups, but the word venture is meant to encompass any kind of enterprise, even nonprofits. How does it work? How does the blood flow? There are things to know in venture design. And then the second thing that I find is so missing in design conversations is fluency around cost structure, real fluency around how the costs and the expenses of underlying any business really support what it is that design is doing, and sometimes really limit what design is doing and the ways in which designers can become more fluent in that. I also think that there's a huge area around invisible innovation. And what I mean here is, what can we innovate on and what can we build and prototype and test that isn't tangible? Service design, business model design, all of the underlying invisible underpinnings that make anything come to market, that make anything desirable. There's a huge chunk of that floats underneath the surface of the water that it's very hard to see. Then I think the rubber hits the road. You've got to have credible vocabulary around this stuff when you're having conversations in your organizations. You've got to be able to converse with your colleagues who are using these terms of art and these very esoteric phrases. You have to be able to use them too, and you have to understand the nuance between the different phrases and the different words and the different concepts and why some are important sometimes and some are important at other times. And finally, the big scary part is that you've got to be able to understand the financial statements. You have to be able to understand the way that the blood flows through that organization, and the financial statements are the record of that. And so how to read them, how to maybe even model them in simple terms within a spreadsheet. So these are 5 areas, and I'll start with venture design. So thing 1, this is a rule. These are Lisa's 5 rules. We've got to start imagining the whole iceberg. Venture design is more than just what we see on the surface. In design, it's often our default position to imagine brand and product because it's what floats above the surface. It's what consumers and customers can see. It's what's visual. But brand and product, they're just the visible parts of any venture. They float above that surface of the water. They're in public view. But honestly, they are a very incomplete expression of the business. Rule number 2, around the cost structure. Become more cost conversant.
be able to talk about the cost structure and the different types of costs that are happening underneath any new idea and any design recommendation. Revenue, we love revenue. Revenue is great. New products, new features, it generates revenue. Revenue is also a marketing remit, fundamentally a marketing remit. So I really think that design will never really get out of the proverbial marketing department as long as we focus too much on revenue. So I'm suggesting to learn the firm's cost structure instead. It's very unique. It's like a fingerprint. The third rule around invisible innovation: innovate on intangible things every chance you get. Every chance. Do not shy away from it, even if spreadsheets are involved. Preference it. If given the choice between two projects, one is service design, one is product design, go for the service design. And if you're ever invited into a business model conversation, preference that even more. Consider the business model as an actual object of design, not just a constraint of design, but a malleable object of design. It's the material of design. I really think that the more design contributes to the shape of things that are not tangibly visible, the more design will be freed from the purely visual. So, credible vocabulary. Learn the proper terminology. And I don't just mean translate from English to French or French to English. I really mean speaking the language with fluency, with credibility. Business language, it's true. It seems like it was intentionally designed just to confuse people, just to keep the rest of us out. But the words and the phrases really are learnable. The trick is just using them correctly in order to earn and gain and really earn your way into that room and earn that credibility. And then finally, financial statements. The truth about financial statements, you've got to think in terms of blood flow. Think like a doctor, think like a surgeon. What does that mean? I think that for far too long, too many of us designers have felt like we are surgeons who think that the way blood flows in a body is somehow out of our scope, not our problem, somebody else's problem. But it has always been time for designers to understand how the organisms that they cut into keep warm. Where are all of those drops of blood flowing? How do they flow? Follow the money. So these 5 concepts are the basis of the masterclass that I'll be offering in December here at the laptop. And there are a bunch of subtopics and sub-subjects underneath each one. And the financial statement section is actually a practical applied workshop where we're going to open up Google Sheets and we're going to build a little balance sheet and a little income statement, and we're going to see how they match up together, and we're going to see how the blood flows. And I really think that if you can get a grip, not, MBA level, you don't need an MBA, but just get a grip on these 5 areas, then you'll really be in business. So what do I mean by just really be in business? I mean, having a seat at the proverbial table. This is what will get you invited and then invited back. But I think maybe even more importantly, you'll understand memes. You will understand the accounting memes. You will know why this is funny, and you will laugh at it like I do every single time I see it. You will learn what these little acronyms mean, and you'll know why this is hilarious, and that there is some probably startup person somewhere that went to the meme generator and put these words in. It's super funny. And there's a lot of accounting memes just like this, and you'll know them, and maybe you'll even create some. So you'll have fun. So join us back here at Le Laptop on the 9th of December, Business Design Masterclass. And this is our little visual for that and a QR code for it. And if you're ready to spend 8 hours with me in a room talking about these 5 areas and boning up on what you can do to become more credible in design situations, then I hope I see you then and we can be friends. And that's it. Merci. And next up, I want to introduce my dear friend, Given, who has taken me under his wing these last 3 years that I've been here. We're both affiliated with the Q Collective, which is the kind of holding company for IGO, as well as IDEO, where I used to work. And I love what he's about to show you guys. Brace yourself. Bonsoir déjà, merci d'être là, c'est cool. Je suis Given et au-delà d'être breton, donc j'ai créé IGO et je suis pas un designer, oui, je vais faire un spoiler alerte. Mais ça fait quand même plus de 20 ans maintenant que j'aide des designers à faire en sorte que leurs projets sortent. Et c'est en tant que tel que je vais passer 30 minutes avec vous, à essayer de vous aider à survivre et grandir en tant que designer dans un milieu corporate, ou ailleurs d'ailleurs.
Une autre façon de nommer cette conférence un peu moins putaclic, ça aurait été de dire que mon but, c'est de vous aider à embarquer des personnes qui ne font pas du design et qui n'ont pas la chance d'exercer le beau métier que vous faites tous les jours dans vos projets pour qu'en fait, vos projets aient de l'impact. Moi, ce que j'adore chez les designers, c'est cette volonté de faire, cette volonté de que les choses sortent, d'avoir un impact sur le monde positif. Et certes, cet impact, il peut être business, mais il peut avoir plein d'autres composantes sociales, etc. Voilà. Donc, mon but là, c'est de vous donner quelques clés, quelques armes en tant que observateur externe de ce qui se passe dans ce beau monde. Donc déjà, j'espère que ça va bien, que tout le monde a bu. Il fait moins de 38 degrés, donc ça devrait être un peu plus facile. Donc il y a 10 ans, j'ai créé Aigo. Avant ça, j'ai un gros parcours en digital marketing. Et en gros, petit à petit, je me suis intéressé à pourquoi aider des clients à essayer de crier plus fort que les autres que leur produit était bon, alors qu'en fait, leur produit était pas bon. Et donc, du coup, je me suis intéressé à la racine du problème souvent, qui est le produit et les services que les clients faisaient. Aujourd'hui, on a une vingtaine de designers. On est une vingtaine de designers et programme managers basés à Paris. Et donc, depuis 2020, on a rejoint un groupe qui s'appelle Q, dans lequel on a une société qui s'appelle IDEO, que vous connaissez sans doute, et d'autres gens très, très bien et très créatifs, comme Sidley, Sylvain ou Godfrey Dadish. Godfrey Dadish, c'est les gens qui ont créé sur Netflix, le documentaire Abstract sur le design. Donc, c'est des gens qui font du contenu sur le design et qui sont très sympathiques par ailleurs. Voilà pour la street cred. J'ai demandé à ChatGPT de décrire ce que faisait Aigo. Et en insistant bien sur un maximum de buzzwords. Donc, du coup, Aigo, c'est un studio design ops driven. Bien entendu, on fait de l'UX, de la CX, de tout ce que vous voulez. On utilise bien entendu l'IA, etc. C'est évident. On est agile, bien entendu, parce que qui ne l'est pas. On aide nos clients à travailler de MVP à l'industrialisation. On génère des tonnes de retours sur investissement, c'est évident. Et on accélère le time to market de nos projets. Voilà, c'est ce qu'on fait chez Aigo. J'espère que tout le monde a compris. Globalement, c'est le genre de truc qu'on peut retrouver sur pas mal de sites d'agences ou dans les descriptions de certains designers aussi. Tout ce petit jargon-là et ces jolis mots compliqués. Une autre façon de le dire, peut-être un peu plus en français déjà, c'est on fait de la user research. Donc, on va faire de la recherche qualitative. On commence toujours par les gens qui vont utiliser les produits ou les services qu'on va créer. À la fois les gens qui vont les créer, qui vont les utiliser, mais aussi les gens qui vont faire en sorte que ces produits voient le jour. Quand je fais une application pour aider des vendeurs en boutique, va peut-être falloir que je m'intéresse aussi à la fois au client final, mais aussi aux vendeurs dans la boutique et comment ça va s'intégrer dans son quotidien. Tout ça, ça nous permet d'améliorer leur expérience client, bien entendu. Et les compétences sur lesquelles on va s'appuyer, c'est les fameuses UX, UI, service design. Bien entendu, on est agile, parce qu'on travaille en petit cycle court, n'est-ce pas? Et on utilise le potentiel de l'IA pour toujours plus d'efficacité. Bon, là, ça commence à être un peu plus clair normalement. Et c'est des termes qu'on retrouve encore plus souvent dans des profils de designers ou sur des sites d'agence. La vérité, c'est que quand je parle d'Aigo, j'en parle comme ça. J'essaie d'éviter un maximum les mots anglais déjà. Et j'essaie d'utiliser des mots que tout le monde comprend. Parce que justement, c'est, je pense, la base de notre métier à nous, en tout cas du mien, c'est d'aider les gens à comprendre ce que l'on fait pour voir comment on pourrait les aider. Et ça, c'est déjà faire du business en fait. Donc notre métier, on aide nos clients à comprendre leurs clients. Souvent, ils sont dans une grande tour à la Défense ou dans un bureau quelque part. Ils sont un peu loin des gens pour lesquels ils conçoivent ou auprès desquels ils vendent leurs produits ou leurs services. Donc voilà. Et si on les rapprochait du terrain de ces gens qui vont utiliser leurs services, leurs produits. Et une fois qu'on a trouvé ça, on a trouvé généralement plein de problèmes à résoudre. C'est super chouette. Et donc, on va pouvoir imaginer des solutions qui sont utiles, viables et réalistes. Donc là, ça vous rappelle peut-être des cours de design autour du design thinking avec les 3 cercles qui se mélangent, etc. OK. Ça peut intéresser un décideur business aussi, quelque chose d'utile. OK, c'est pas inintéressant. De viable, on commence à parler d'économie. Et de réaliste, c'est-à-dire qu'il va voir le jour. Mon but, c'est pas de mettre des post-it sur des murs ou de faire des ateliers, c'est de faire en sorte que ce qu'on a imaginé, ça sorte. Et une fois qu'on a imaginé ces belles solutions, on va surtout les lancer. Et puis, les lancements d'un projet, en fait, c'est le début du projet. Donc, on va mesurer ce qui se passe. Est-ce que c'est bien conforme à ce qu'on avait imaginé, même si on l'avait testé, et on va pouvoir l'améliorer. On essaie de faire ça rapidement et avec le sourire. Voilà. Donc là, j'utilisais que des mots français pour expliquer ce que fait, à mon sens, un designer. En tout cas, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans chez Aigo. On le fait pour à la fois des boîtes qui sont nées avant Internet, donc des gros groupes du CAC 40 dans le luxe ou pas, et aussi des startups dans différents secteurs, que ce soit la santé, dans la musique pour Deezer ou dans les crypto-monnaies pour Ledger. Voilà. Donc, c'est des scopes assez larges. Donc, des gens nés avant Internet et des gens nés après Internet qui ont des problématiques très différentes, mais qui ont toutes besoin de comprendre leurs clients, de trouver des solutions utiles, viables et faisables, et de faire en sorte que ces solutions, elles voient le jour. Quand on est payé, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'argent qu'on nous a donné. Il faut qu'il y ait un bénéfice qui soit venu pour la personne qui nous paye. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours un peu de business.
Du coup, quelques questions rapidement, parce que là, c'était très descendant. Qui est designer déjà? Tout le monde lève la main. Ouais, trop chouette. Parfait. Et qui est en freelance? OK, quelques-uns. On a un petit quart. En start-up? OK, quelques-uns. Ça arrive. Et en agence ou en cabinet de conseil? Mais quelques-uns. Et chez un corporate, donc un gros client? C'est assez équilibré. Non, c'est chouette. On a en gros, ouais, vaguement un quart, je vais aller très vite, mais c'est ça. Qui travaille dans un secteur qui n'est pas ça, une ONG par exemple? Je sais pas. Non? Personne. Bon, très bien. Bon, ça te permet juste d'un petit peu me vous connaître. Mon but pour les 27 prochaines minutes, c'est de vous aider à briller dans un monde qui a bien du mal à vous cerner. Voilà, vous faites un métier qui est pas si vieux que ça. Pauline disait que ça fait quelques années que le laptop existe et que c'était les débuts du design et que ça a décollé. On a pu mettre des designers un peu partout dans les organisations. Reste que comme aujourd'hui, on passe notre temps à essayer d'inviter des nouveaux termes pour définir ce que l'on fait, pour rester à la mode, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que l'on fait. Et puis, dans une organisation, on interagit avec beaucoup de gens qui ne sont pas des designers et qui ont eux aussi du mal à comprendre ce que vous faites. Le problème, c'est le problème, ou pas, c'est qu'on a besoin de ces gens pour réussir, en fait. Notre design, même si aujourd'hui, on peut aller de plus en plus loin en allant vibe coder et on peut presque aller jusqu'à du code définitif, on a besoin de gens autour de nous. Et ces gens-là, on a besoin qu'ils comprennent ce que l'on fait et qu'ils comprennent comment on le fait pour pouvoir travailler avec eux et faire en sorte que toutes nos merveilleuses idées, tout l'impact qu'on veut générer, existe. Et du coup, je vais vous dépeindre je vais vous parler un peu de ces gens qui nous entourent. Les premiers et peut-être les plus agressifs, c'est les fameux développeurs et les product managers qui veulent vous remplacer par une IA. Puis là, on va se le dire, hein, il y a quand même une bonne partie du job qui peut quand même être fait là-dessus. Alors, on pourra toujours se dire que si on prompte mal une IA, elle va faire des choses pas terribles. Je l'entends bien. Mais reste qu'elle commence quand même à devenir de plus en plus performante et puis on peut même interroger une IA pour qu'elle nous écrive le bon prompt pour qu'on puisse vibe coder plus simplement. Donc même ça commence à bouger un petit peu. Et certes, une IA, elle va pas trouver le petit détail, la petite micro-interaction, le petit point de l'expérience qui fera la différence. Elle va faire des choses assez basiques, des choses assez convenues. Mais pour beaucoup de gens, malheureusement, ça suffit. Donc il va falloir être très bon pour expliquer votre valeur ajoutée à ces gens-là qui vous voient juste comme une étape dans le process qui potentiellement des fois les ralentit. Dans les autres gens avec qui on travaille, il y a des gens du marketing, donc les gens qui vont être en charge de promouvoir ce que l'on va faire. Et eux, quand vous leur dites que vous allez devoir avoir des utilisateurs, que vous allez devoir passer un peu de temps pour faire du test, vous avez juste l'impression, ils ont juste l'impression que vous leur faites perdre leur temps. Eux, ils veulent quelque chose, pouvoir dire que c'est sorti, pouvoir faire la promo de ça et le lancer. Donc pareil, vous allez créer des étapes dans leur parcours qui sont problématiques pour eux et qui leur font perdre du temps. Vos collègues RH, quand elles vous recrutent, ou quand elles essaient de vous proposer une promotion, ou de voir comment elles peuvent vous faire rentrer dans une grille de salaire, par exemple, en fait, elles ont du mal à comprendre vos CV. Vos portfolios, j'en parle même pas. Mais voilà, juste, OK, c'est quoi un junior designer? Est-ce que cette école, elle est vraiment meilleure que celle-là? Au bout de 5 ans, est-ce que je peux le payer la même chose qu'un développeur qui a fait lui aussi 5 ans? Voilà. Ces personnes très gentilles manquent de repères pour vous accompagner dans vos carrières. Et puis, les autres dans l'organisation, ils vous trouvent juste trop cool parce que vous êtes les seuls à ne pas avoir apporté une veste, même quand il fait 40 degrés à la Défense. Et voilà, donc ils sont un peu jaloux de vous et de votre façon de vous habiller. Comme ça, et votre CEO, ce qu'il adorerait, c'est que vous soyez John Ive pour qu'il soit Steve Jobs, ou elle soit Steve Jobs d'ailleurs. Voilà. Attends, est-ce que vous l'aidiez à faire ses slides pour qu'il puisse briller lors de sa prochaine conférence à Vivatech? Ou que il puisse aller voir ses actionnaires et lui dire à quel point ce que vous faites c'est génial et que ça va changer le monde et voilà, il a besoin de vous pour ça. Mais il a besoin juste de ce que vous allez produire pour lui, comment vous le faites, etc. Ça l'intéresse pas vraiment. Il veut le résultat à la fin et pouvoir faire son beau speech. Et pendant ce temps-là, sur LinkedIn, on a des débats interminables sur qu'est-ce que c'est que le design. Est-ce qu'on doit être des UX designers, des product designers, des service designers, je sais pas, moi ça me fascine, vraiment je regarde ça de l'extérieur, je suis très curieux, mais c'est réel. Voilà. Alors à noter, toutes ces images ont été générées c'était Midjourney à l'époque, et vous avez vu, il y a pas beaucoup de femmes, donc c'est un autre problème qu'on a dans le design, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, et que même si là on est plutôt bien représenté en termes de mixité. Voilà, donc ça c'est un autre point moi qui m'escagasse, c'est que je trouve que le temps qu'on passe en tant que designer à parler, souvent, il est consacré à essayer de justifier notre rôle, mais en parlant notre jargon et entre nous, versus en fait s'adresser au monde extérieur. Voilà. Et voilà, on se pose en victime souvent, alors que en fait, on devrait embrasser ce monde. Mais j'ai un message d'espoir pour vous dans quelques minutes. Et quand on interagit avec tous ces gens-là, dans une design review par exemple, qu'on peut faire chaque semaine,
Pour eux, il y a 2 versions de la design review. C'est un moment super où ils vont s'éclater, pouvoir venir proposer des choses, s'amuser, voir des choses nouvelles qui sont pas encore trop faites, donc c'est pas grave si on les case, donc c'est super, on peut jouer. Pensez à eux qui passent leur temps dans des fichiers Excel ou dans des salles de réunion. Triste, vous allez les faire se lever, arriver dans des boards, manipuler des post-it, leur apprendre à décoller des post-it, ça c'est super pour eux, c'est un grand moment d'amusement. Donc ça, c'est la meilleure version. Et la pire version, c'est pour ceux qui sont un peu plus méchants. Ils vont juste voir ça comme un moyen d'exercer leur subjectivité et dire en fait non, j'aime pas le bleu. Ou je suis pas sûr de bien comprendre là ce qui se passe. Voilà. Donc au pire, ça va être un moment sur lequel ils vont pouvoir juste se défouler et montrer un peu de mauvais esprit. Je suis certain que vous connaissez, vous avez connu ces situations. Mais j'en arrive à mon message d'espoir. Vous êtes des designers, donc ça va bien se passer. Et pourquoi ça va bien se passer? Parce qu'en tant que designer, vous avez beaucoup de choses dans ce que vous avez appris à l'école, dans ce que vous pratiquez tous les jours, qui peuvent vous aider justement à mieux échanger avec ces gens-là, à mieux valoriser votre métier. En fait, vous savez comprendre une audience. Bon, j'imagine qu'en tant que bon designer, vous parlez, vous portez la voix de l'utilisateur, vous essayez de lui rendre service. Et ça, c'est un atout que vous avez, vous savez le faire. Et on va voir, ça va pouvoir vous servir plus tard. Vous savez aussi analyser votre écosystème, le produit, le service, la solution sur laquelle vous travaillez. Vous savez qu'elle s'inscrit au-delà de juste ce qui se passe sur l'écran. Et ça aussi, c'est une force. Vous savez aller regarder les implications techniques, les implications organisationnelles, légales ou autres qui peuvent être autour de votre produit. Ça aussi, c'est une force qui va vous aider à survivre dans ce monde-là. Et puis, vous connaissez un concept que j'aime beaucoup dans le design, c'est la notion d'affordance. Donc, la capacité à rendre pratique, utile, compréhensible tout de suite l'usage ou la fonction d'un objet ou d'un petit bouton ou d'une interface. Donc ça, c'est 3 choses que normalement, on vous a appris à l'école, que vous utilisez tous les jours, etc. Là, ce que je vous invite à faire, et le grand moment de ce petit talk, c'est que imaginez qu'en fait, le produit ou le service, c'est vous. Et que vos collègues, ce sont les utilisateurs. Toutes ces choses-là que vous appliquez, connaître une audience, analyser un écosystème, vous pouvez le mettre au service de votre le design de votre carrière, le design de votre rôle dans l'organisation. Et comment? On va commencer par l'audience. Et je vais vous demander si vous connaissez Bernard. Qui connaît un Bernard? C'est connu. Un tonton, un truc comme ça qui s'appelle Bernard? Ok. Non? Je vais vous parler de Bernard Tichot. On va pas le faire en mode activité, mais Bernard Tichot, qui c'est surtout pas un designer. Il est même pas trop tech. Il est un peu dans la partie métier chez votre client ou dans votre organisation. Il a une vague connaissance du design parce qu'il a sans doute un neveu ou une nièce qui sait faire des dessins. Mais par contre, vous avez vraiment besoin de collaborer avec lui tous les jours pour que votre projet réussisse. C'est un peu votre commanditaire, la personne qui va pouvoir, qui va faire les spécifications, qui va s'assurer que l'outil ou la solution va pouvoir se déployer. Il travaille pour l'entreprise dans laquelle vous êtes si vous êtes un corporate ou chez votre client si vous êtes en agence ou en freelance. Et en fait, le micro-persona que je vous demande de faire sur Bernard, c'est réfléchir à vous poser 4 questions. Quels sont ses challenges dans la vie? Pourquoi il est là? Est-ce qu'il a été parachuté sur le projet? Est-ce que c'est un projet qui lui tient à cœur, qui porte depuis 10 ans? Il est enfin content qu'on ait pu lui mettre une équipe et des designers pour le faire? Voilà. Est-ce que, je sais pas, il est au bord de la retraite et on lui a donné ce projet en mode allez, débrouille-toi avec ça, voilà. Quel est son niveau en fait d'intérêt et par rapport au projet sur lequel vous travaillez ensemble? Deuxième sujet, si on sort un peu du projet, c'est que Bernard, il gère lui aussi sa carrière. Bernard, il a peut-être envie d'avoir sa promotion à la fin de l'année lui aussi. Il a peut-être envie d'avoir son bonus à la fin de l'année aussi. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, à la fin de l'année, comment est-ce que Bernard est jugé sur le fait que son travail est fait et bien fait? C'est une petite question toute bête que vous pouvez vous poser, mais qui peut parfois vous aider à débloquer plein de choses. On parlait avec Mathieu d'un super exemple d'une entreprise où le bonus de fin d'année du Big Boss était indexé sur un sujet. Donc, c'était une société dans les médias. Et donc, dans les médias qui éditent des journaux en ligne, voilà. Et il poussait beaucoup le CEO pour qu'il y ait bien de la place pour la publicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, une grosse partie de son salaire est indexée sur la part de publicité qui est vendue, pas sur la part du nombre d'abonnements de ce média, non, juste la publicité. Et étrangement, à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, il l'amenait vers la publicité, même si c'était pas la plus agréable pour l'utilisateur, même si c'était pas celle qui faisait le plus de sens en termes de design, etc. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez vous prendre le mur à chaque fois, en fait. Donc, encore une fois, c'est humain, on est tous là pour progresser dans nos carrières, on a des motivations différentes et variées, souvent financières, pour ce sujet. En tout cas, Bernard, il peut l'avoir. Voilà, donc, essayez de comprendre ça chez vos clients ou chez les décideurs en interne. Qu'est-ce qu'il connaît de votre métier? Voilà. Est-ce qu'il a déjà fait une magnifique formation au laptop pour comprendre les bases du design et comment fonctionne un design sprint, par exemple? Ou est-ce qu'il est complètement néophyte
voilà, mais qu'il a un autre profil technique, qu'il est ingénieur et que, comme beaucoup d'ingénieurs en France, il comprend pas le métier du design. Pour lui, le design, c'est des chaises, c'est les frères Broulec, c'est le centre Pompidou, voilà. Non, il comprend pas vraiment comment fonctionner avec vous. Donc voilà, est-ce que vous avez besoin de faire de la pédagogie sur vos termes, sur ce que vous allez faire, etc. Donc mettez-vous aussi là-dedans et peut-être ça vaut le coup de prendre 1 heure, 2 heures, un moment pour dire tiens, je vais t'expliquer comment ça se passe un projet de design en général et comment ça peut se passer. Et du coup, comment vous pourriez l'aider en fait à résoudre les challenges qu'il a, à avoir son bonus à la fin de l'année et à pouvoir briller en société parce qu'il a appris des choses grâce à vous sur qu'est-ce que c'est que le design et en quoi ça va l'aider à progresser, etc. Voilà. Le deuxième point sur l'écosystème, là on va prendre un peu plus de recul. Sous chaque projet, il y a des parties prenantes. En fait, un Bernard, derrière, il a des collègues plus ou moins impliqués directement dans le projet. Quand vous avez fait un fameux RACI du projet, vous avez vu qu'il y a plein d'autres gens autour. Ces gens-là, ils ont eux-mêmes leur propre motivation sur le projet en tant qu'individu. Donc, qui sont les gens, en fait, qui sont impliqués dans le projet? Est-ce que l'équipe légale est impliquée dans le projet avec votre super bonne idée? Elle est merveilleuse, mais en fait, légalement, elle n'est pas jouable parce que, je sais pas, vous êtes dans la médicale et que c'est hyper réglementé, ou dans le financier et que c'est aussi très réglementé. Et que oui, ça serait hyper utile, viable et faisable de faire ça, mais c'est juste pas possible parce qu'il y a une loi ou qu'il va y avoir une loi qui fait que votre belle idée, elle ne peut pas exister. Donc, est-ce qu'il y a des gens du légal, des gens de la finance, des gens de la tech, des RH à impliquer et quels sont leurs intérêts et leurs motivations par rapport au projet? Quels sont leurs enjeux? Vous pouvez presque faire leur petite fiche à eux aussi là-dessus. Et est-ce qu'elles ont des projets en cours en fait? Votre projet, il existe parmi des milliers qui peuvent se passer dans une organisation. À quel point il est en parallèle, où il va remplacer le job de quelqu'un, où il va changer le rôle d'une équipe, etc. Et donc, comprenez ça pour comprendre pourquoi il y a peut-être des gens qui sont les pieds sur le frein, ou au contraire, des gens qui sont en train d'accélérer pour que ça se passe. Et surtout, de ces projets, avec s'il y en a, où vous êtes en dépendance, en fait. Voilà. Vous faites le grand mot du moment donc sur l'IA, c'est génial, tout le monde veut faire de l'IA, personne ne s'est occupé de la donnée qui va alimenter ces IA, qui font que les IA vont bien fonctionner. Voilà. Bah, c'est plus facile, on va à Vivatech, tout le monde parle d'IA, on va faire de l'IA, ok. Qui s'est intéressé vraiment à la donnée? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est rangée? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est de qualité? Ok. Et si vous n'avez pas commencé à travailler ça, votre projet d'IA, il y a peu de chances qu'il fonctionne. Donc voilà. Est-ce qu'il y a déjà un projet là-dessus qui est à peu près stable, qui vous permettra à votre solution de pouvoir juste exister et d'utiliser la technologie que vous pensez la plus pertinente? Est-ce que c'est l'IA? Ou autre? Je sais pas, mais il y a toujours des choses qui se passent en parallèle. Et on a aussi, parfois, on a un mandat, on est mandaté pour un sujet, et on perd un peu ça de vue. Moi, la meilleure solution qu'on a trouvée chez Aigo pour résoudre ça, c'est qu'on va travailler chez nos clients. C'est bête, mais ça marche très bien. Parce qu'en fait, à la machine à café ou ailleurs, à la cantine, on entend des conversations sur des choses qui concernent notre projet, mais qu'on n'aurait jamais eu si on avait juste fait comme on fonctionne généralement en agence et souvent en freelance, qui consiste à aller prendre un brief, faire une réunion d'1 heure, travailler 2 semaines, retourner voir son client pour lui présenter ce qu'on a fait, etc. Alors oui, c'est pas toujours simple d'aller bosser à la Défense, mais en vrai, passer une demi-journée, une journée chez vos clients par semaine, c'est magique. Mais vraiment, ça résout plein de choses comme ça et ça permet notamment de comprendre cet écosystème-là et de pouvoir trouver plein de solutions pour le résoudre. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous savez faire. Regardez un écosystème et les implications, voilà. Mais pensez aux humains derrière ça. Mon troisième point, c'est sur votre profil. Donc vous, en tant qu'individu, en tant que designer, vos compétences, votre expertise, votre expérience. Et donc, il va falloir travailler votre propre affordance parce qu'encore une fois, sur LinkedIn ou ailleurs, il y a quand même peu de gens qui comprennent notre jargon. Et du coup, quelques petits conseils pratiques et faits. Dans une organisation, il y a grande chance qu'en tant que designer, vous soyez en infériorité numérique et très sérieusement en infériorité numérique. Hein, vous allez être 1 pour 10 développeurs parfois, ou mieux. Voilà. Donc, vous êtes en infériorité numérique. Personne ne comprend votre métier, encore une fois. Et on emploie certains mots, comme par exemple de la stratégie, qui n'ont pas du tout le même sens en finance, en communication, en informatique, etc. Donc, il y a aussi cette notion de langage qui peut parfois un peu varier. Et vous travaillez aussi un peu différemment du reste de l'entreprise, même si grâce à la tech, il y a de plus en plus de choses qui ont évolué là-dessus. Il y a quand même bonne chance que peu de gens connaissent les principes du design ou juste ces doubles ou quintuples diamants qu'on peut avoir là sur les étapes d'un projet. Voilà. Donc ça, vous avez un mode de travail qui vous est propre. Vous savez pas forcément dire si vous allez avoir la bonne idée en 1 heure ou en 2 jours. Mais voilà. Donc vous avez un process qui est un peu différent de bien d'autres personnes dans l'entreprise. L'image que j'ai aussi, c'est que vous êtes dans un foyer, sauf que c'est vous la bête curieuse en fait. Ne pas uniquement par vos vêtements, mais aussi par votre façon de travailler, votre façon d'être, parfois un petit peu, votre capacité, le fait que, comme un enfant de 5 ans, vous posez tout le temps la question pourquoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Enfin, pour un manager qui est habitué à dire quelque chose à des gens et leur dire faites ci, et que vous dites mais pourquoi et est-ce que pour qui
Et je veux juste que tu fasses ça, ouais. Non. Donc, il va falloir aussi s'adapter, et c'est vous la bête curieuse, encore une fois, là-dedans, parce que vous êtes en infériorité. Et ouais. Et j'insiste là-dessus, en fait, et c'est toujours ça qui me fait hurler quand je vois tous les débats sur LinkedIn, c'est à nous de nous adapter. C'est pas au reste de l'organisation, en fait. Même avec toute la conviction, toute la foi qu'on a dans ce qu'on fait, sur le fait qu'on sache que si on le faisait comme ça, il y aurait plus d'impact, ça marcherait mieux, tout le monde serait plus content, etc. Non, c'est à nous de nous adapter. Voilà. Tout le monde n'a pas lu le bouquin de Tim Brown, tout le monde n'a pas fait 5 ans d'études en design, tout le monde n'a pas vu tel cas qui fonctionne bien. Voilà. Donc c'est à nous de nous adapter. C'est ça qui est hyper important. Et donc, votre profil, vos talents, vos compétences, votre futur parcours de carrière, c'est à vous de le rendre désirable, viable et pragmatique. Je vais pas utiliser le mot faisable parce que ce serait un peu étrange là, mais voilà. Si on reprend ces 3 petits cercles qui s'entrecroisent, il va falloir travailler à la manière dont vous présentez, la manière dont vous allez expliquer comment le projet va se passer, pour que ça soit que les gens ont envie de travailler avec vous, qu'ils comprennent que ça va les amener là où ils veulent aller en termes de business, et que ça va être facile. Je vais prendre un exemple tout bête, comme je fais un peu de recrutement. Les portfolios design, c'est souvent un premier point d'interaction entre une organisation et un designer. Ils sont toujours fascinants, hein. Alors quand ils sont en ligne, ils ont 2 pages sur la méthode. Voilà, on a été voir 20 utilisateurs, on a fait tout le process d'immersion, d'idéation, on a refermé le diamant, on a rouvert le diamant, on a testé, etc. Super, super. Tous les books de designer sont souvent comme ça. On a souvent de très très beaux écrans, bien présentés, dans des visuels hyper chiadés, sans explication. Débrouille-toi avec ça. Pas de résultats chiffrés ou peu de résultats chiffrés. Et puis, ce qui est sympa, moi, ce que j'adore, c'est que c'est un PDF de 250 mégas à télécharger. J'en ai reçu un cette semaine. C'était une présentation keynote de Paris 300 MO. Voilà, j'étais ravi. Donc ça, c'est un portfolio designer type, je caricature bien entendu, que les vôtres sont largement dépassés, tout ça. Et quand on se met dans la peau d'un recruteur, lui, ce qu'il va chercher, c'est est-ce que vous avez un fit avec le secteur d'activité? S'il travaille dans la finance, dans la santé, dans l'immobilier, peu importe. Voilà, c'est ça qu'il va vouloir cocher comme case d'abord. Ensuite, est-ce que vous avez des expériences qui ont généré des résultats qui sont en phase avec sa problématique business? On veut, je sais pas, lancer notre première app mobile, on a un site e-commerce qui plafonne, on voudrait augmenter le taux de conversion, voilà. Donc, ces problématiques business-là qu'il a exprimées en des termes très business, est-ce que dans votre portfolio, il va retrouver des choses qu'il va pouvoir attraper et se dire, OK, donc il ou elle doit savoir faire ça? Est-ce que vous êtes disponible? Maintenant, pas tout de suite. Est-ce que vous êtes au prix, que ce soit en termes de salaire ou toujours qui va correspondre? Et là-dessus, le monde du design, dans son infinie transparence, n'est pas toujours très très clair, même si ça va mieux. Et surtout, est-ce qu'il peut comprendre ça en 2 minutes, sans avoir à se taper un PDF de 250 MO ou un portfolio avec 5 cases qui sont tous racontés de la même manière et qui ne l'aident pas à comprendre que vous avez travaillé pour tel secteur d'activité autour de telle problématique et généré tel résultat. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous cherchez un boulot, ça devrait pouvoir aider. Mais encore une fois, c'est la première interaction entre un designer et une organisation, c'est souvent ça. Et là, je pense qu'il y a déjà pas mal de premières choses à faire. L'enjeu, c'est vraiment parler le langage de la personne qui décide. Donc, c'est pour ça que Lisa va pouvoir vous aider à parler business, tout bêtement, et tout va bien se passer. Aidez-le à vous aider, en fait. Aidez-le à vous embaucher, la personne qui va recruter, en parlant son sujet. Pourquoi? Parce que là, je vais lancer ma deuxième punchline de la soirée. C'est qu'un mauvais design qui sort aura toujours plus d'impact qu'un très bon design qui ne voit pas le jour. Voilà. On connaît tous des designers géniaux qui ont des super idées. Je suis sûr que vous avez eu des super idées aussi. Personne ne le sait, à part les 3 ou 4 personnes auxquelles vous en avez parlé. Par contre, c'est sûr qu'on est ravis d'aller défoncer n'importe quel site qui vient de se lancer ou n'importe quel produit qui se lance mal comme SNCF Connect, etc. Bah oui, ils sont sortis. Pourquoi c'est sorti? C'est qu'à un moment, même si c'était pas foufou, il y a des gens qui ont quand même réussi à convaincre d'autres gens que ça sorte. Voilà. Et peut-être que si on connaissait en plus tous les dessous de SNCF Connect, on se rend compte qu'ils ont essayé de quand même faire les bonnes choses, mais qu'ils n'ont malheureusement pas réussi à convaincre tout le monde. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est un autre truc. Un bon design, c'est un design qui sort, point barre. C'est pas un bon design dont on a parlé dans une salle de réunion et qui n'a pas réussi à convaincre pour X ou X raisons. Voilà. Du coup, quelques petites notions de vocabulaire et de langage que je voulais vous partager. Par exemple, dans un portfolio, on peut dire j'ai travaillé sur un module de prise de rendez-vous en ligne. OK. On a fait ça pour des opticiens récemment, on a refait le site d'Atoll, super. Oui, on a fait ça. Sauf qu'en fait, en termes d'outcome, donc de bénéfices attendus pour l'entreprise, mon client, il voulait pas un module, il m'a pas dit faire un module de prise de rendez-vous en ligne, il m'a dit je voudrais générer plus de trafic qualifié en magasin. Voilà. Petit twist,
sémantique, mais qui permet en fait, avec des mots très clairs, de donner une branche à laquelle la personne qui décide va pouvoir se raccrocher. On travaille beaucoup sur design system en ce moment. Je crois qu'il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps au laptop là-dessus. Voilà, super. On travaille sur design system. Demandez à quelqu'un qui ne fait pas du design et qui ne fait pas de développement ce que c'est qu'un design system. Voilà. Alors, on dit oui, si c'est des briques de Lego, on peut les assigner ensemble. Okay. Voilà. Non. Un design system, c'est quoi? Ça permet des gains de productivité et une meilleure cohérence de marque pour la production et la maintenance de l'interface digitale. Voilà. Et ça, quand vous dites ça à un directeur de marque qui vient de faire une petite évolution de son logo ou qui doit appliquer X réglementations, il lui dit mais c'est super, on a un design system, on va pouvoir le faire en 2 secondes, tout est économisé, c'est super. Génial, paf. Ok, là vous allez lui parler. Donc là aussi, c'est des petits shifts dans la manière dont on présente les choses qui peuvent permettre à des décideurs de mieux comprendre ce que l'on fait et ce qu'on va leur amener. Aussi, quand on décrit ce qu'on fait, on va parler de la méthode, que ce soit dans nos profils LinkedIn ou sur nos portfolios. Voilà, on va faire une recherche utilisateur pour comprendre le parcours omnicanal. Ensuite, on va faire des ateliers pour identifier les opportunités et imaginer des solutions avec toutes les parties prenantes. Cool, super. Ok. Sauf qu'en fait, le décideur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des résultats chiffrés. Une fois qu'on a fait tout ça, notre objectif, ça va être d'augmenter les revenus, de pourquoi pas baisser le churn des vendeurs boutiques parce qu'on sera intéressé à comment ils fonctionnent, voilà, ce genre de choses. Ok. Votre démarche, c'est cool, c'est vos outils, enfin, c'est vos outils, c'est ce qu'on a, voilà. Non, à la fin, pourquoi on a réussi à mettre une ligne budgétaire sur un projet? C'est parce qu'on avait un objectif business. Et si vous en avez trouvé d'autres sous-jacents derrière, comme parce que vous avez bien travaillé l'expérience omnicanal et bien doté les vendeurs, ce qu'ils font a du sens, et ben peut-être qu'ils vont avoir moins envie de démissionner et du coup, vous allez générer un autre avantage business pour votre client. Donc ça aussi, ça peut être plus intéressant à mettre en valeur que votre démarche. Ça veut pas dire qu'il faut pas parler de la démarche, mais que ça peut peut-être devenir en deuxième rideau. Voilà, l'autre méthode plus courte, on a rencontré 20 utilisateurs, on a proposé 5 concepts et on a lancé un nouveau service. Cool. Un peu mieux, il y a du chiffre, très bien. Là, par contre, voilà, un résultat, en fait, non, ce que votre client, il voulait à la base, c'est explorer un nouveau segment. Voilà, il voulait s'adresser, il a une base de clients vieillissante, il voulait rajeunir son audience, voilà, et donc pour ça, il avait besoin de comprendre comment les jeunes utilisent son produit-service aujourd'hui pour pouvoir développer ce segment-là. Et puis, on a lancé un nouveau service, c'est super, c'est le début de quelque chose. Non, ce nouveau service, on l'a lancé et il génère déjà du chiffre d'affaires, on est capable de mesurer le chiffre d'affaires qu'il génère. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir tout le vocabulaire de finance qui vous permet de trouver les subtilités là-dedans que vous allez pouvoir valoriser pour vendre, en tout cas valoriser et avoir de l'impact que vous voulez avoir. J'adore aussi le jargon design et bon, ça fait quelques années que c'est sorti, mais donc on parlait du UX UI design et j'ai pas envie d'entrer dans ce débat aujourd'hui. Moi, je parle juste de design. Mais quand on se met pareil dans la peau d'un décideur et qu'on essaie de comprendre pourquoi la notion de product design existe, parce que quand vous dites à quelqu'un que vous allez designer un produit, que ce soit un produit digital ou pas, tout de suite, vous vous amenez dans son imaginaire quelque chose de très tangible. Un produit. Ok, je sais ce que c'est qu'un produit, je sais ce que c'est qu'une chaise, je sais ce que c'est qu'une interface, etc. Voilà. Donc, pourquoi les product designers arrivent un peu mieux à se vendre, voire un peu plus cher sur Malte? Parce qu'en fait, ils emploient un mot qui, sémantiquement, parle plus à une personne qui décide. Il ne veut pas acheter du UX ou du UI design. Il veut, ok, à la fin, je vais avoir un produit ou un service. Voilà. Donc, c'est bête, mais c'est pareil, c'est un petit twist sémantique. Et tout ce qu'on met derrière, ça, à la rigueur, encore une fois, un décideur, il s'en fiche. Le débat UX, UI designer, product designer, je pense qu'il fait pas de sens. Par contre, pourquoi les product designers se vendent un peu plus cher sur Malte? Parce qu'ils utilisent un mot, qui est le mot product, qui parle beaucoup plus à un décideur. Et on le retrouve aussi quand on parle de user research, de UX research ou pas. D'un coup, quand on parle de product discovery, il se passe quelque chose de magique. Parce que quand vous parlez de user research, ce que vous dites à un client, c'est que je vais chercher quelque chose. Quand vous parlez de product discovery, vous dites je vais trouver quelque chose. Et je vais trouver quoi? Une idée de produit, une idée de service qui va potentiellement générer du business. C'est bête, mais ce petit twist sémantique-là, je sais pas si vous avez lu Discovery Discipline, qui est un très bon bouquin par ailleurs. Discovery Discipline, il n'invente pas grand-chose en vrai. Enfin, sur tout ce qui se passait en user research depuis des années, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ça crée un nouveau framework, ça met des jolis mots, focus, etc. Super et hyper utile, très bien. Et surtout, ce qu'ils amènent, c'est une sémantique et un territoire qui est beaucoup plus parlant pour un décideur. Juste, entre la promesse d'une recherche et la promesse d'une découverte, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui doit laisser, je sais pas, 10, 15, 20, 100 000 euros sur un projet. Il va plutôt choisir la product discovery, en fait. Donc, c'est des changements tout bêtes qui ne mettent pas en cause votre intégrité, votre éthique, la qualité de ce que vous faites ou vos compétences, mais qui sont juste des petits moyens de convaincre un décideur de travailler avec vous. Et ce que je vous invite à faire, c'est re-regarder vos parcours, vos profils LinkedIn par ce prisme-là. Mettez-vous dans la peau de Bernard et lisez votre profil LinkedIn. Et en France, surtout, enfin, j'ai travaillé un peu à l'étranger et ça m'a toujours fait très bizarre. En France, on décrit les tâches qu'on fait. Voilà, j'ai fait de la recherche, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà.
un Américain, il va dire j'ai généré tant de CA, j'ai amélioré le taux de conversion de temps, j'ai permis ça. En fait, c'est des petits chiffres tout bêtes, mais quand vous êtes dans la peau de quelqu'un qui doit trouver un profil avec lequel travailler, bah, ça fait vraiment une différence. Donc c'est ça un peu que je voulais communiquer avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors je vais finir avec des petites recommandations de lecture. Au-delà de la merveilleuse formation que vous pourriez faire le 9 décembre avec Lisa, bien entendu. Il y a une super conférence d'un designer qui s'appelle Mike Montero, qui peut vraiment vous aider à mieux vendre du design. Elle dure une petite heure. Je pense qu'on partagera les documents à la fin si vous voulez le lien. C'est hyper intéressant d'une part parce que le mec est hyper agressif. Le designer, il est très très drôle et c'est plein de bons tuyaux pour arriver à mieux parler, à mieux convaincre dans une réunion ou quoi. Bad Design Makes Money de Scott Merkin qui parle de la notion de aujourd'hui, le design a tendance à devenir de plus en plus plat, etc. Pourquoi? C'est parce que en fait, il y a des mauvais designers qui arrivent à être plus convaincants que des très bons designers et qui ont, on va dire, pris le pas sur beaucoup de choses. Erika Hall a fait une super aussi conférence sur le business et le design, sur le business model du design notamment, avec plein de petits cas très concrets. Et voilà, et la petite tribune que moi j'avais fait sur LinkedIn il y a quelques temps pour justement, moi, en tant que non-designer, ce qui me rend triste, c'est de voir des designers malheureux parce qu'ils disent mais c'est pas sorti, et c'est dégueulasse, et le monde est injuste, et c'est les product designers qui gagnent, et les PM ils sont en train de faire du design sans moi, maintenant. Ouais, mais en fait, c'est quoi notre part de responsabilité à nous là-dedans, en fait? Et comment on peut changer la conversation pour mieux valoriser ce qu'on fait plutôt que d'essayer d'imposer à des non-designers la manière dont nous on veut parler de nos métiers. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne chance et et bonne soirée. Bonsoir à tous. Alors en fait, je suis pas super content du titre. J'ai beaucoup réfléchi au terme consulting et le consulting, j'aime pas le titre. Le problème avec le design, au moins on sait ce qu'on sait, c'est un process, c'est un output, ça fabrique quelque chose. Alors que consulting, c'est pas un process, ça ne génère rien, c'est juste une position dans l'entreprise. C'est tout, en fait, c'est une position dans l'entreprise. C'est à peine un mindset, en fait. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi au consulting, mais je l'ai laissé quand même, parce que je veux aider à craquer un peu cette définition ce soir et expliquer pourquoi on peut passer du design au consulting stratégique, mais qu'il y a quand même peut-être un meilleur titre à ça, et que je pense que ce titre est bien meilleur. Devenir hyper réaliste, ça consiste à comprendre parfaitement le contexte dans lequel on opère, hein, en tant que designer ou autre d'ailleurs, pour pouvoir avoir le maximum d'impact en réalité. Donc c'est un point de départ, l'hyper-réalisme, et je vais vous donner des principes pour être hyper-réaliste dans l'environnement dans lequel vous naviguez, que ce soit à partir d'une agence, directement en entreprise ou autre en fait. Donc on va parler de ça. Par contre, je suis assez content, j'ai enfin trouvé une définition satisfaisante de la différence entre le design et l'art. Vous savez, quand votre grand-mère vous demande ce que vous faites et que vous dites « je suis designer », elle vous dit « ah ouais, donc t'es artiste ». Et vous passez 20 minutes à lui expliquer les différences entre design et art, et que non, c'est pas ça, mais que c'est pas vraiment, mais bref. Donc là, j'ai trouvé une définition, enfin, après des décennies. Le design, c'est tentative de créer de l'ordre au sein du chaos, et l'art, c'est une tentative de créer le chaos au sein de l'ordre. Ça m'a été inspiré par ce bouquin que je vous recommande fortement. Il s'appelle What Design Can't Do, d'un Italien, un designer italien, Silvio Lorusso. Mais ce soir, on va laisser les artistes tranquilles. D'ailleurs, on devrait toujours laisser les artistes tranquilles, de façon générale. Et on va s'intéresser au design. Et pourquoi ici, donc tentative, pourquoi tentative? Parce qu'en fait, on n'est jamais sûr en design d'accomplir ce qu'on nous a demandé d'accomplir. C'est jamais garanti. Créer, parce que bon, c'est de la création, il y a vraiment quelque chose qui sort de la pratique du design. Et l'ordre au sein du chaos, parce que si on ne fait rien, le chaos s'installe en fait, par défaut, dans tous les environnements dans lesquels on navigue. Si vous ne tentez pas de créer de l'ordre, le chaos revient à un moment donné, un autre, sous une forme ou une autre. Cette présentation, c'est pas un cours, c'est pas une masterclass, c'est juste un partage d'expérience. Et donc, je vais vous livrer beaucoup de choses, en fait. Ce soir, ça va aller assez vite. Il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner.
Et donc, pour que vous compreniez d'où je viens, enfin, qu'est-ce que c'est mon point de vue, en 2 minutes, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et donc, j'ai commencé en tant que designer graphique dans la presse en France, au Nouvel Observateur, Rolling Stone, Challenge économique. Et ensuite, j'ai appliqué cette pratique à la communication d'entreprise dans une agence qui appliquait les méthodes, le design pour le grand public dans la communication d'entreprise, donc avec la BNP, etc. etc. Et puis en 95, le web arrive et là, tout change en fait, pour moi et pour tous les gens avec qui je travaillais, des designers, des journalistes, des artistes, des musiciens. On était tous en train d'essayer de comprendre comment ça marchait et on essayait d'apprendre le truc sur le terrain. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien, pas de formation, pour comprendre ce que le web faisait et ce qu'on pouvait faire avec. Donc ça m'a pris un certain temps, plusieurs années pour me former et en 98, enfin, j'arrivais à vivre du web entièrement. J'avais laissé de côté, complètement derrière moi, le graphic design. À partir de là, j'ai commencé à faire des projets avec des groupes de développeurs, de designers, etc. en Europe, en France, en Europe. J'ai refait le premier site de l'UNESCO, par exemple, ou les sites de SVM, le groupe de presse, des choses comme ça. Et puis, en 2004, j'ai commencé à rejoindre des grosses agences, d'abord chez Ogilvy, et puis ensuite chez Digitas. Et j'ai compris dans ces environnements-là que l'UX était déjà un peu limité et que quand on voulait parler de stratégie, on avait affaire à des planeurs stratégiques qui viennent de la publicité et donc qui s'intéressent à l'audience et au marché, mais qui ne savent pas traduire ces recherches en stratégie produit. Et donc je me suis dit, ça manque, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à développer cette pratique de ce qu'on commençait à appeler à l'époque la creative stratégie sur la côte ouest, qui commençait à émerger à cette époque-là. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ça. Et donc j'ai commencé à développer ma propre pratique de stratégie produit pour l'UX. En 2014, je suis parti aux États-Unis pour rejoindre Code & Theory, qui est une grosse agence new-yorkaise. Quand je suis arrivé, on était 300. Aujourd'hui, on est 2000. Et on fait beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, je suis toujours chez Code & Theory et je dirige, on va dire, la pratique qu'on appelle de design transformation, qui consiste à aider les clients à évoluer dans le monde. En fait, aider les clients à faire évoluer leurs solutions, leurs produits, dans un monde qui change, on va dire. C'est pour résumer très, très vite la transformation. Mais j'ai une meilleure définition que je vous donnerai dans un instant. Et donc, je fais ça. Je fais des projets qui ne rentrent pas dans les boîtes, en fait. Je fais des projets qui ne sont pas une app ou un site web. Je fais des projets où il faut comprendre comment l'organisation fonctionne, quelles sont les problématiques business, quelles sont les problématiques organisationnelles, etc., etc. Et donc, des choses qui sortent du brief initial immédiatement. Pendant ce temps-là, entre 2005 et 2025, l'UX a connu quand même un très grand succès, puisque je me souviens, au départ, c'était quand même pas gagné, et que l'UX la communauté UX et design. Donc, je vais utiliser le terme UX et design de manière interchangeable, au fait. Et donc, l'UX a connu, la communauté UX s'est battue pour se faire entendre et intégrer de nouvelles méthodes dans l'entreprise. Donc, ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé, qui est tout à fait parlant. En 2005, 10% des entreprises avaient intégré des équipes de design. En 2025, 70%, donc c'est un chiffre US, mais je pense que c'est le cas aussi en France. Je ne sais pas combien il y a eu de UX designers à la SNCF, mais je pense qu'il y en a un paquet. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis. Il y a toutes les grosses entreprises, pas forcément 1000 designers non plus, mais il y a toujours une équipe de design, du UX, etc. L'UX, au départ, c'était assez limité. On a fait tous cette expérience-là. On a voulu accroître le prisme de l'UX. On a voulu aller d'un côté vers la stratégie et de l'autre côté vers l'implémentation. En faisant ça, aujourd'hui, on se retrouve avec un prisme assez large et des métiers, et donc forcément la création de nouveaux postes et d'une certaine façon une spécialisation qui est due à l'augmentation du mandat qu'on a donné à l'UX et au design en général. Donc ça va de la pure stratégie, donc stratégie produit, creative strategy ou product strategy. Ça, c'est des termes en anglais que j'ai laissés volontairement en anglais pour vous montrer comment on en parle aux États-Unis. Design management, qui consiste à organiser les équipes de design, à conduire les projets de design, avec le support de l'UX Research. Il y a d'autres types de recherche en amont aussi, évidemment, mais l'UX Research se trouve entre ces deux pôles-là. L'experience design, c'est vraiment
ce qui est plus proche avec ce qu'on appelle l'UX aujourd'hui. C'est pratiquement la même chose. J'aurais pu intégrer Interaction Design aussi. Il y a certaines entreprises qui ont toujours ça, d'autres qui n'ont plus. Ça a été mergé avec le Product Design, et le Product Design, c'est vraiment UI. C'est pas tout le Product Design. C'est vraiment, aux États-Unis, quand on dit Product Designer, c'est un designer visuel. Donc ça intègre le design d'interaction également. Et puis il y a Product Management, qui est un poste assez technique en réalité, et pas un poste de stratégie. Une autre façon d'en parler, c'est de dire 3 questions auxquelles on répond sur un projet: pourquoi, quoi et comment. D'accord? Et donc, juste un mot sur le product management. Le product management, c'est vraiment le pont entre le crafting et l'engineering. C'est les gens, en gros, qui sont responsables de la documentation et de comment on traduit la documentation en user stories dans Jira, et comment on travaille avec les équipes de dev pour que le design existe. C'est ça le product management. Donc, c'est un rôle très important, mais je veux clarifier les choses, que c'est pas dans la stratégie. Les postes de stratégie sont très près du business, évidemment. Ce sont les postes, ce sont les rôles qui ont besoin de comprendre comment toutes les facettes du business dans lequel ils opèrent. Et donc, par exemple, chez Code & Theory, dans l'équipe Product Strategy, il y a des gens qui viennent de l'UX, comme moi. Je suis plus en Product Strategy, mais peu importe. Il y a des gens qui viennent du business, il y a des gens qui ont fait de la philo, du journalisme, enfin peu importe. Il y a beaucoup de profils différents, parce que c'est un domaine assez mouvant. Et donc l'équipe, elle a besoin d'être assez fluide elle-même. Donc c'est pour ça qu'on recrute en Product Strategy des profils qui sont très variés, volontairement. Donc ça, c'est, on va dire, l'état des lieux aujourd'hui du design en agence, en entreprise. Enfin, c'est bref, hein, on pourrait parler plus longtemps, mais on va pas faire ça. On va parler de 3 choses maintenant. La limite du rôle du designer, et ça, voilà, c'est un sujet qu'on connaît, on va en parler. Et ensuite, je veux qu'on parte un peu de temps sur qu'est-ce que c'est la transformation. Parce que la transformation, c'est un peu le nouveau domaine, hein, dans lequel les designers doivent évoluer et comprendre et accepter. Et puis enfin, je vous donnerai 5 principes très simples d'hyper-réalisme qui vous permettent d'avoir plus de succès dans vos projets et dans l'interaction avec vos clients ou vos stakeholders, c'est-à-dire interlocuteurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en se spécialisant, les UX, je prends les UX parce que c'est un exemple assez frappant, se sont d'une certaine façon mis au coin dans une boîte parce que c'est pratique, et parce qu'aussi le business, les grandes entreprises ont trouvé que c'était facile d'embaucher 5 UX ou 15 UX. On les mettait là, on savait ce qu'ils faisaient. Ah oui, ils font des wireframes, tout ça, très bien, on a besoin de faire des wireframes. Et on va embaucher 15 UX, on va les mettre là, très bien. Et puis, d'une certaine façon, les designers, les UX ont accepté cette définition d'eux-mêmes et se sont retrouvés dans des petites boîtes. Et donc, frustrés. Mais bon, ils sont un peu responsables de la situation aussi, c'est normal, ça évolue. Il faut faire attention à ce qui se passe autour de soi. Et donc, c'est un peu la faute de tout le monde. Mais dans certains cas, il y a certaines équipes dans des grosses entreprises où les UX font des wireframes ou font des flows, voilà, sont très tactiques. Et même s'ils évoluent dans la hiérarchie de l'entreprise, même s'ils deviennent SVP of Design ou SVP of UX, moi j'ai vu des SVP of UX qui, en gros, sont le chef du bouton commander. Hein. C'est ça leur job, quoi. Et ils restent très tactiques. Vous pouvez évoluer et devenir un SVP UX, mais il y a quand même un plafond de verre. C'est-à-dire que, ce dont on parlait il y a quelques minutes, ça ne vous donne pas accès aux décisions qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire le pourquoi on fait les choses, et pas juste le quoi, ou ni le comment. Et si vous n'êtes pas en maîtrise de savoir pourquoi on fait les choses, vous n'êtes pas vraiment pertinent. Vous attendez qu'on vous dise pourquoi les choses doivent exister. Ça, c'est la réalité. C'est qu'en réalité, particulièrement aujourd'hui, quand on est dans un monde dans lequel on est, en fait, les gens s'en foutent du design. C'est pas vraiment le problème, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 94, des années 60, en fait, c'est les 30 glorieuses du design. Depuis les années 60 jusqu'à 90, le design a eu vraiment, enfin, ça a explosé, quoi. C'était
le design avait la parole partout, c'était reconnu. On avait 4 types de design, le graphic design, le design industriel, le début du design d'interaction et le design qu'on appelait à l'époque d'environnement, en fait, qu'on appelle aujourd'hui service design. Ces 4 types de design évoluaient en toute tranquillité. Bon, il y a eu des évolutions technologiques, c'est sûr, hein, la PAO a changé les choses, mais n'a pas révolutionné la pratique. Ça consistait toujours à évoluer dans des secteurs qui étaient établis. Voilà. Mais en 95, comme vous le savez bien, boum, personne ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et on entend des gens qui disent non, le web, ça va pas durer. Des designers qui disaient on peut pas designer pour le web. Je me souviens très bien de ça. Non, la taille des fonts, c'est pas bon. C'est pas bon et tout. Et donc, d'un seul coup, on se retrouve dans une situation où cette discipline de design évoluait et passait d'un monde où elle opérait à partir d'un ordre établi. Le print, par exemple, c'est très flagrant. Moi, j'ai vu le moment se passer au moment où on designait avec du papier et on passait à la PAO. J'ai vu le jour où on a installé un Mac graphique dans le bureau. Et bon, on a continué à faire les choses, sauf au lieu de faire sur papier, on est passé sur Mac. Mais ça n'a rien changé. C'était pas la révolution. Il y a quelques personnes qui ont perdu leur job dans certaines organismes de presse, mais la pratique du design n'a pas bougé. Pas vraiment. Et c'était toujours l'ordre établi, c'est-à-dire c'était pas le chaos. Et aujourd'hui, on peut considérer que finalement tout le monde s'est retrouvé face à un monde complètement nouveau et qui ne cesse d'évoluer et qui évolue encore. Et d'une certaine façon, tout le monde improvise. Il faut être clair là-dessus. Tout le monde improvise. Même les dirigeants des grandes entreprises improvisent quand il s'agit du digital. Et on n'est pas prêt d'arriver au bout. Donc, mais c'est une bonne nouvelle, pour moi, en tout cas. Donc, il y a un truc très important, c'est que depuis les années 60, les designers se voient, et ça, particulièrement vrai avec ce génie de Buckminster Fuller, qui voyait, lui comme d'autres, hein, mais il est vraiment représentatif de ça, c'est-à-dire que les designers se voient en position de contrôler le plan, de contrôler les choses, parce que c'est vrai d'un point de vue du design, quand on est designer, on voit que c'est possible de régler les problèmes, de régler tous les problèmes. Buckminster Fuller, il voulait encapsuler la Terre dans un globe géodésique pour pouvoir contrôler tout, quoi. C'était génial, quoi. Et le truc, c'est que ce genre de pensée, c'est vrai. Quand on est designer, on le sait, ça, c'est vrai. On peut tout régler. On peut régler la politique en design. C'est possible. Le truc, c'est que le contexte dans lequel c'est possible, en fait, c'est un monde totalitaire. Mais on n'est pas dans un monde totalitaire, bien heureusement. Et que, en fait, le designer ne sont pas en position de contrôler le plan. C'est pas vrai. Même si on le sait, c'est peut-être possible théoriquement, c'est une utopie. En fait, le designer se trouve au milieu du chaos, quoi. C'est ça la vraie position du designer. C'est autour de soi, c'est pas organisé, c'est le chaos. Il faut gérer les problèmes en permanence. Enfin voilà, rien n'est garanti d'avance. Tout change en permanence tout le temps. C'est la définition même du chaos, quoi. Parce que le chaos, c'est pas une masse figée, hein. C'est un truc qui change tout le temps, imprédictible par définition. Donc ce qu'on veut, c'est retrouver la proposition de valeur du design, qui est créer de l'ordre au sein du chaos. C'est vraiment le seul truc qui compte finalement. Parce que si vous ne faites pas ça, qu'est-ce que vous faites, d'accord ? Vous pouvez être un artiste, mais on avait dit qu'on allait laisser les artistes tranquilles ce soir. Donc on a parlé des limites du design, d'accord ? Et on reviendra un peu en conclusion de ça. Très important de garder en tête que la frustration que certains designers ressentent par rapport à leur position vient du fait que pendant très longtemps, plus de 30 ans, le design a développé cette vision qu'on peut tout changer avec le design, qu'on peut tout régler. Soit plus, c'est vrai, et ça l'est pas. En réalité, ça l'est pas. Donc maintenant, on va parler de la transformation. Parce qu'on parle beaucoup de la transformation, mais il n'y a pas vraiment de définition. Donc avec mon équipe, on a passé un certain temps à essayer de trouver une définition à la transformation. Parce que quand on parle de transformation digitale, en l'occurrence, on parle de mise à jour de systèmes informatiques. Point. C'est ce que vend Accenture, c'est ce que vendent les grosses entreprises tech. Ils vendent la mise à jour des systèmes d'information, c'est ça qu'ils appellent transformation digitale. Pour les gens avec qui je travaille, la transformation, c'est la pratique consistant à accroître la préparation au changement de l'entreprise afin qu'elle puisse s'adapter aux imprévus et atteindre ses objectifs à long terme. Donc en fait, c'est une attitude
c'est un comportement dans le monde, la transformation. Avec les pratiques qui vont avec, etc., avec les systèmes d'information qui vont avec, etc., etc. Mais c'est quand même vachement un mindset, un état d'esprit. Quand on commence des projets qui sont dans l'entreprise, en fait, la dimension de transformation, elle est toujours là. Que vous le vouliez ou non, qu'on vous en ait parlé ou pas, que votre brief l'intègre ou non, c'est là. Et donc, la première chose qu'on remarque, c'est des problèmes en entreprise. C'est, voilà, il y a toujours des problèmes en entreprise et c'est normal. Et c'est une bonne nouvelle en réalité, parce que s'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas de job, nous les designers. Donc, c'est très bien qu'il y ait des problèmes parce qu'on est là pour les régler. Mais je suis pas cynique du tout quand je dis ça, c'est vrai. Et donc, il y a toujours, parmi ces 6 problèmes, il y en a toujours au moins 3 ou 4. D'accord? Ils sont pas toujours tous là, mais il y a toujours au moins 3-4 problèmes présents dans tous les projets auxquels on est confronté, dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Je vais pas les détailler à mort, vous les pouvez lire. Trop grand pour faire faillite, OK? Manque de vision partagée, ça existe souvent. Culture de la peur. Culture de la peur, c'est assez pernicieux, c'est souvent caché, mais c'est lié au manque de recherche et d'expérimentation. Quand une entreprise autorise pas l'échec ou la possibilité d'échouer, en fait, les gens n'expérimentent pas. Des silos et de la fragmentation partout. Et puis, mentalité du sparadrap, c'est-à-dire, on va réparer ça, on va les quick fix, d'accord, les quick fix. Et souvent, il y a tout ça chez dans certaines entreprises. Tout ça est présent en permanence, hein. En fait, quand on parle de transformation en entreprise, il y a 6 facteurs qui sont, une fois de plus, présents à tout moment, que vous le vouliez ou non, que votre brief en parle ou pas. Donc ces 6 facteurs, je vais donner une définition. La vision, quand l'entreprise peut définir son futur. L'alignement, quand les dirigeants et les équipes de l'entreprise partagent une vision commune. La création, quand l'entreprise innove et crée des produits et des solutions de haute qualité. Culture, quand l'entreprise entretient le bon état d'esprit pour se transformer. Mise sur le marché, quand l'entreprise a de l'impact sur son marché et de la vitesse aussi. Et mise en œuvre, quand l'entreprise possède des équipes et une pratique de bon niveau. Toutes les entreprises n'ont pas le même profil. Donc, si je veux schématiser, je fais un radar d'une entreprise lambda. On va dire que voilà, il y en a une, cette entreprise-là, elle est forte en mise en œuvre, en mise sur le marché, en création pas trop mal, et puis bon, la vision bof, l'alignement pas terrible et la culture moyen. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle shipping, not thinking. Donc, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui poussent des trucs, des features. On va pousser les features et puis on va sortir sur le marché. Est-ce que ça va être pertinent ou pas? On ne sait pas. Pas trop. Mais ça marche, il y a un business et ça peut se vendre, etc. Peu importe, d'accord? Ça, c'est assez typique des entreprises tech. Un autre exemple, thinking not shipping. Donc super bon sur la vision, alignement des équipes, grosse culture, etc. Mais pas super bon quand il s'agit vraiment mettre en œuvre, sortir des choses, faire de la création, de la mise sur le marché, etc. Ça, je vais pas donner de nom, mais en gros, l'industrie du luxe est plutôt située dans ce modèle-là, où ils sont voilà, très enthousiastes sur les idées, mais quand il faut... Je parle pour le digital ici, hein, pas pour faire des sacs en cuir, ça ils savent faire très bien. Mais quand il s'agit du digital, en fait, leur culture de fabrication des sacs en cuir ne s'applique plus. Et je plaisante pas, hein, parce qu'ils ont une culture du crafting incroyable, mais ça marche pas sur le design. Et donc ça, voilà. Donc chaque entreprise a son profil, a son centre de gravité qui se déplace, enfin, ou en tout cas qui est à un certain endroit et qu'il faut arriver à comprendre. Donc un brief, par exemple, on va vous dire, il nous faut une vision, d'accord? Donc vous, que vous le sachiez ou non, vous êtes dans ce diagramme-là. On va vous dire, on a un brief d'innovation, il faut qu'on exprime la vision, etc. Moi, j'en ai tous les 6 mois, un truc comme ça, quoi. Donc vous faites un prototype, un POC, vous travaillez sur la vision, etc. Puis dans l'autre côté de l'entreprise, vous n'avez pas vu, mais la mise en œuvre, c'est moyen, quoi. Et il n'y a pas de mise en œuvre. Et donc, si vous poussez vraiment le truc très très loin, vous pouvez faire cette vision plusieurs fois et vous faites un innovation lab, par exemple, où vous poussez des idées, mais ça ne finit jamais par arriver parce que il n'y a pas la mise en œuvre, il n'y a pas les ressources, etc. Il va manquer des choses.
Et donc, d'une certaine façon, ça peut être sympa à faire et drôle pendant 6 mois, mais c'est voué à l'échec, en réalité. Donc voilà, ça c'est une situation assez typique que vous avez sans doute connue. Et vous avez beau vous efforcer à pousser sur la vision, si la mise en œuvre n'est pas en place, elle n'est pas en place. Donc il faut le comprendre, ça. Il faut le voir, il faut en parler. La dernière mauvaise nouvelle, c'est qu'en en réalité, les entreprises n'ont pas un profil unique. Chaque département a son propre profil. Donc vous avez le produit, le marketing, les ventes, la tech, elles ont toutes leur... Chaque département a son objectif particulier, a ses priorités, c'est normal. Ils ont leurs objectifs à atteindre. L'équipe vente se préoccupe de vendre et de mettre sur le marché, point. Voilà. Et c'est comme ça. Et donc vous êtes face à un peu un chaos d'entreprise où vous êtes au milieu de ça, quoi. Vous êtes au milieu de ça, que vous vouliez ou non. Donc, pour combler ça, on a travaillé avec Code & Theory et mon équipe sur différents modèles. Vous pouvez télécharger le guide complet ici, à cette URL-là. Donc, on a mis en place des modèles qui répondent, qui permettent de combler les manques dans les entreprises, qui sont... Il y a Innovation Lab dans le truc, et on a essayé de rationaliser un peu les différents manquements ou les différentes opportunités, et vous verrez, le guide est assez complet. Le truc, c'est que même si vous apprenez le guide par cœur, ça va pas forcément vous aider. C'est-à-dire que c'est une rationalisation des choses. Il y a des modèles qui permettent d'évoluer, de faire bouger l'entreprise, et vous pouvez essayer de les appliquer, mais la réalité, elle est plus compliquée que ça. Ça dépend vraiment de vous. C'est comme dans si vous voulez, un workshop géant de design thinking. Ce qui compte, c'est la manière dont vous le conduisez. C'est pas tellement la recette que vous appliquez. Si vous êtes mauvais sur une recette, si vous suivez une recette de chef de 4 étoiles et que vous êtes mauvais, le plat sera pas bon. C'est pareil ici. C'est-à-dire que je peux vous donner tous les guides du monde que vous voulez. C'est la mise en œuvre qui est importante. D'accord ? Donc, on est sur une réalité complexe, chaotique, avec des contradictions internes, et en plus, il y a des forces extérieures qui s'appliquent à la réalité de l'entreprise. Par exemple, d'un seul coup, personne n'avait vu venir, mais l'IA générative arrive et boum, tout le monde perd la boule, quoi. Et tout change. Plus ou moins vite, mais c'est une nouvelle réalité qui s'impose à l'entreprise. Ce que l'entreprise achète, c'est une nouvelle idée d'elle-même, c'est leur propre futur. C'est une idée qu'elles achètent. Elles n'achètent pas spécialement les étapes. Si vous vendez une étape de transformation, oui, peut-être vous aurez 3 semaines de travail avec eux, mais c'est pas vraiment ça qu'elles achètent. Elles achètent ce qu'elles seront dans 5 ans. C'est ça vraiment qu'elles achètent. Et donc, le travail de transformation consiste à comprendre là où elles sont, comprendre là où elles veulent aller, et c'est quoi le chemin entre les deux, sachant que les forces extérieures s'appliquent en permanence et que ça peut changer du jour au lendemain. Donc d'un seul coup, vous allez avoir le CMO qui va dire « Attends, la génération AI, il faut en mettre, etc. Et ça, votre stratégie, il faut la revoir, etc. » Donc ça, c'est tout le temps. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Et on arrive sur la fin, on va pouvoir avoir une conversation. Qu'est-ce que ça signifie pour les designers ? Donc, si je reviens d'un côté la banalisation de l'UX et de l'autre côté Buckminster Fuller qui rêve de transformer la Terre en vaisseau spatial, il y a deux scénarios insolubles. Le premier, c'est vous designez des CAPTCHA, voilà, et de l'autre, vous êtes architecte de The Line en Arabie Saoudite. Et dans les deux cas, il y a un problème, quoi. Soit c'est complètement banalisé, soit c'est une idéalisation complète du métier de designer. Voilà. Donc, vous pouvez pas choisir entre ces deux trucs-là, en fait. Ça marche pas, ça marche pas non plus. C'est une forme de frustration dans ces rôles-là. Et là, bon. Là où peut-être il y a une possibilité, c'est de se situer, en fait, à la lisière, entre les deux. Les designers peuvent partir de là où ils sont et travailler avec le business et créer une zone où le business comprend le design. C'est là où il y a une marge de manœuvre, vous pouvez évoluer, vous pouvez montrer de la valeur et vous pouvez faire votre travail et intégrer les discussions, pas juste sur le quoi et le comment, mais sur le pourquoi des choses. On va conclure avec 5 principes très simples que moi j'utilise tous les jours
pour conduire des projets, qu'ils soient petits ou grands. Le premier, sont 5 principes d'hyperréalisme. Le premier, c'est rester parfaitement informé des circonstances du business. Donc ça, c'est critique, quoi. Et si vous êtes pas, il faut être plus au courant du business que votre propre client. Il faut mieux comprendre ce qui se passe que votre propre client. C'est là que vous commencez à apporter de la valeur. Donc ça veut dire qu'il faut s'informer, il faut vraiment faire beaucoup de recherches sur le business. Il y a des outils pour ça, il y a des méthodes, etc. Mais si vous arrivez dans une entreprise, quel que soit votre brief, et que vous comprenez pas ce qu'ils font, vous êtes très limité dans votre compréhension de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, bah, à un moment donné, ça va pas coller, quoi. Donc ça, c'est le premier principe. 2, c'est avoir de l'empathie pour ses interlocuteurs. Yevhen en parlait avant, mais c'est vraiment vrai. Il faut se mettre à la place de vos clients, de vos interlocuteurs, vraiment de comprendre leur motivation. Et chaque personne dans l'entreprise a plein de problèmes, quoi. Et il faut comprendre ça. Il faut se mettre à leur place, même s'ils sont super chiants des fois. Il faut quand même accepter ça et comprendre d'où ils viennent. Parce que c'est mieux. Parce que vous allez avoir une meilleure relation avec eux, parce que vous allez comprendre ce qui les motive ou ce qui les motive pas. C'est super important. Troisièmement, toujours faciliter la découverte de solutions. Et je parle pas nécessairement de solutions de design. Ça peut être des solutions de process, de gestion de projet, peu importe. Sortez du design et s'il y a un problème, allez le régler. Si la porte elle est cassée, allez réparer la porte. Peu importe. Et donc, soyez toujours une force de proposition de solution parce que ça, les clients, ils adorent, quoi. Enfin, c'est vraiment super important pour eux de voir que vous pouvez sortir de votre rôle et aller les aider là où ils en ont besoin. Vous savez pas d'où le lapin va sortir, quoi. Donc, allez-y, on sait jamais. Il faut toujours être prêt à s'adapter. C'est-à-dire que votre process de départ, peut-être qu'il faut à un moment donné, il faut le revoir. Et puis, il faut en parler au client. C'est pas un problème. Vous allez dire, voilà, maintenant, je comprends mieux ce qui se passe. Le process que j'ai mis en place au début, bah, il y a des problèmes, ça marchera pas. Il faut changer ci, il faut changer ça. Faites-en une conversation ouverte et revoyez les process, revoyez vos livrables, revoyez ce qu'il faut revoir afin que, dernier principe, que les clients réussissent dans la mission qui leur est donnée et qui vous donne. Donc ça, si vos clients ne réussissent pas, vous ne réussissez pas non plus, hein, c'est clair. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre client, et je parle de votre client individuellement, ou l'équipe, ou le département, ou l'entreprise en général, connaissent le succès dans la démarche qu'ils sont en train de mener. Et ça, c'est aussi très important. C'est constamment avoir ça en tête, c'est que s'ils réussissent, ils vous embaucheront pour le prochain projet. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et le dernier truc, c'est qu'en fait, la transformation, ça s'arrête pas. Donc, vous commencez avec un brief, qui peut être un brief d'accélération de l'innovation, peu importe. Mais sachez que vous avez le droit d'étendre le brief. Vous avez le droit de questionner le brief. Vous avez même le devoir de questionner le brief, je dirais. Et que normalement, idéalement, un projet, ça s'arrête pas. Un projet, il y a tellement de problèmes à régler que normalement votre projet ne va pas s'arrêter. Si vous êtes engagé pour 6 mois et que vous travaillez avec les clients pour comprendre comment l'entreprise se passe et vous appliquez ces 5 principes, à un moment donné, bah, vous allez découvrir autre chose à faire. Il faudra faire ci, il faudra faire ça, etc. Ça s'arrête pas. Donc ce travail de veille permanente sur les principes de business, les principes humains, de collaboration, etc., d'apport de valeur, ça s'arrête pas parce que les entreprises, elles évoluent en permanence. Elles sont soumises à des forces extérieures. Voilà, je crois que c'est tout. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous aviez montré tout à l'heure une matrice qui allait de stratégie vers engine. Ouais, vous pouvez la remettre. Ouais, merci beaucoup. Je voulais savoir, sur cette matrice, on voit pas le métier de product owner. Vous le mettriez où et pourquoi? Product owner, c'est un label. C'est pas vraiment un métier. C'est un truc qu'on te met là. À un moment donné, quand tu es assez senior,
un product owner, ça peut être quelqu'un de la stratégie, ça peut être en théorie n'importe qui sur cette ligne. Ça peut être quelqu'un du business aussi, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité des choses. Chez Code and Theory, pendant très longtemps, on a appelé ça le DRI, Directly Responsible Individual, c'est-à-dire la personne directement responsable. C'est-à-dire, c'est la personne qui est finalement le owner du truc et que ça se passe bien ou mal. Et donc, c'est un tag, c'est pas un métier. Il y a toujours un métier sous-jacent. Ça peut être le project manager, enfin, peu importe, mais ça change en fonction des contextes. Ok, parce qu'en fait, je remarque, moi, dans beaucoup de grosses entreprises corporate, le métier que vous avez défini de product manager est plutôt product owner, c'est un Ouais. peu ce que vous avez décrit. Souvent, c'est vrai que ça peut être cette personne-là. C'est souvent le cas parce que dans des boîtes, par exemple, que je connais un peu comme Squarespace, les product owners sont souvent les product managers et parce que les product managers sont, on va dire, à la charnière du design et de l'implémentation, d'accord? Et donc c'est vraiment un rôle critique. C'est-à-dire que, c'est eux qui peuvent dire, «Le design, ça marche pas», et la tech est en retard. Ils sont vraiment à cet endroit-là, d'accord? Et donc ça les met dans une position, on va dire, de contrôle un peu des choses. Hem Et donc effectivement, de plus en plus, les product managers deviennent product owners, mais c'est pas nécessaire. C'est un choix que l'entreprise fait de leur mettre le label. Et c'est donc pourquoi on ne le retrouve pas dans la matrice? Oui, parce qu'un product owner, pour moi, c'est pas un métier, c'est un je veux dire, C'est ce que vous avez dit, un label. c'est un label. Ouais. Voilà, c'est un tag. Ok. Et puis on peut prendre et puis on peut le mettre à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'est possible. En théorie, c'est possible d'avoir, que le product owner soit le design manager. Ça dépend du contexte. Voilà. Et de l'entreprise, je pense aussi. Oui, ça dépend du contexte de l'entreprise, ouais. Très bien, merci. Bonsoir. Au départ, au moment de présenter la couverture, le titre, tu disais être pas content du titre Ouais, et que finalement tu l'avais gardé. consulting particulièrement. Ouais. Exactement. Donc maintenant, à la fin de cette prise de parole, pourquoi tu penses que le mot consulting stratégique mérite d'être gardé à défaut de trouver quelque chose de mieux? Une fois encore, je pense que le consulting, c'est une position. Donc, je remets pas en cause la position dans l'organisation. Il y a une position dans l'organisation qui consiste à conseiller les clients, les interlocuteurs. Cette position, elle existe, elle est réelle, quoi. Mais je ne crois pas au métier de consultant. Je ne crois pas que ce soit un métier. Je crois c'est plutôt une position. Et vous connaissez Alain Damasio, l'écrivain science-fiction, qui dit dans cette fabuleuse chanson de Ron, t'es pas consultant, le consulting c'est de la merde. J'y adhère beaucoup. Ce que je voulais exprimer dans le consulting stratégique, c'est qu'en fait, le designer va se mettre en position d'être dans la conversation. C'est ça que je veux dire. Et pour ça, moi, je conseille d'être hyper réaliste. C'est-à-dire de ne pas porter de jugement sur ce qui se passe, de capturer un maximum de données sur le contexte dans lequel on se positionne, afin d'être le plus pertinent. Merci. Bonjour Mathieu. Du coup, moi, je travaille dans un cabinet de conseil, pour le coup. Mais je le dis comme ça, c'est fait. Mais je suis issu d'une agence qui a été rachetée par un cabinet de conseil. Donc, par la force des choses, je viens plutôt du design et je fais plutôt du conseil maintenant. Le mot design transformation, ça me parle pas mal parce que j'ai l'impression que c'est une discipline que je pratique, parce qu'il faut trouver des solutions, envisager des manières de prototyper des choses pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils ont sous les yeux. À tes yeux, de ce que tu vois aussi côté Code and Theory, c'est quoi les types de projets que vous résolvez versus ce qu'il y a ailleurs dans Code and Theory? Versus quoi? Ce qu'il y aurait ailleurs dans Code and Theory, en fait. Et la seconde question, c'est dans un monde de chaos, de quelles compétences on a besoin pour aller dans la design transformation? Donc là, je vais répondre rapidement à la première question. Code and Theory, on fait beaucoup de choses. On fait pas de
media placement. Ça, on fait pas voilà. C'est le seul truc qu'on fait pas. Mais sinon, on fait, on va dire, tout est c'est du digital, hein, d'accord. Du marketing, du pur marketing au pur produit et de l'organisation. Mais on fait des tonnes de trucs. Enfin, on fait des plateformes énormes, des petites apps. On fait des trucs connectés. Enfin, on fait de tout, quoi. Il y a beaucoup de choses, quoi. Je sais pas si je peux faire la liste de tous les trucs qu'on fait, mais on fait énormément de choses. Brièvement, Code and Theory, c'est 2000 personnes, 50% c'est tech et 50% c'est tout le reste, c'est-à-dire stratégie, recherche, design, etc., etc. Donc c'est une entreprise qui cherche à implémenter les choses qu'on conçoit. Ça, c'est très important. Et puis au cœur, Code and Theory, c'est une agence de design vraiment à l'origine. Ça a été fondé par un UX et un designer visuel, et c'est toujours un peu ça. Donc on fait vachement gaffe au crafting, voilà, ce genre de choses, quoi. Deuxième question, de qui on a besoin dans un monde chaotique? De tout le monde. On a besoin de tout le monde, je crois. On a besoin de les profils, là, par exemple, sur ce truc-là, quand je suis arrivé chez Code and Theory, on avait une équipe UX, quoi. On l'a cassée, remise au moins 3 ou 4 fois, quoi. On a changé le terme, on a bougé les gens, enfin, c'est pas constamment, mais donc c'est souvent, on va dire tous les 3 ans, on fait un changement dans la manière dont on gère les équipes, dans la manière dont on intitule les titres, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut regarder ce qui se passe, hein, dans le monde, sur le secteur, et s'adapter. Il faut regarder ce dont les clients ont besoin, et il faut adapter sa pratique aux clients, et parce que l'inverse, pas possible, quoi. Et donc on a besoin, je sais pas, je peux te dire, on a besoin de gens qui comprennent très bien le business et qui savent faire de la stratégie. On a besoin de gens, on a toujours besoin de gens qui savent parler aux clients, quoi. S'il y a bien un truc qui est très important, c'est que normalement tous les gens dans la chaîne, et même au-delà de ça, parce que là on parle pas des autres métiers, hein, mais il y a plein d'autres métiers que ça, évidemment. Dans les agences ou dans l'entreprise, il y a énormément de métiers. Mais en agence, on va dire, bon, pour prendre cet exemple-là, tout le monde doit savoir bien interagir avec les clients, c'est critique. Notre métier, c'est d'abord ça, c'est d'abord travailler avec les clients, et ensuite c'est du design, pas l'inverse, quoi. On n'est pas une école de design. Certaines agences, hein, comme IDEO, ont créé des écoles de design pour ça, mais l'autre partie, c'est aider les clients, quoi. On va dire qu'un dénominateur commun dans une entreprise comme Code and Theory, c'est de savoir si à un moment donné, tu es capable de gérer, de monter en charge, de driver des projets plus en plus gros, et de conduire les conversations avec les clients. Il y a certains designers qui font le choix de ne pas faire ça, et c'est accepté. Il y en a très peu. Il faut être vraiment, vraiment très bon, quoi. En tant que designer visuel. Alors, il y a un des meilleurs designers visuels de Code and Theory qui ne travaille plus chez Code maintenant, mais qui est parti il y a quelques années, mais qui a été le designer qui a vraiment, on va dire, créé la fondation de la pratique du design chez Code and Theory pendant des années, et il refusait de parler aux clients. Point barre, quoi. Que ce soit en pitch, en projet, etc. Il refusait, non, il ne faisait pas ça. Et c'était un artisan de première classe, quoi. Et c'était accepté comme tel. Voilà, il dit non, je ne parle pas aux clients, vous vous débrouillez, quoi. Voilà le design. C'était magnifique toujours, mais voilà. Donc ça, c'est possible, mais c'est des exceptions, quoi. Tous les autres, l'objectif, c'est capable de. En fait, on a changé un truc chez Code and Theory assez récemment. En fait, les projets ont maintenant, on a changé le terme DRI en lead, simplement, le business lead. Et en fait, le rôle du business lead, enfin du lead du projet, c'est d'être le CEO de ton projet. Donc ça veut dire que tu es responsable du chiffre d'affaires, du projet, du programme que tu mènes, toi, individuellement. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que le rôle de DRI, de Directly Responsible Individual, c'était assez opérationnel. Et là, on a ajouté la dimension, en fait, business du truc. Voilà. Et donc, tu es responsable devant le leadership de Code and Theory du chiffre que tu fais. Et la pression pour croître, hein, les projets et les programmes, quels qu'ils soient, est importante chez Code and Theory.
Et donc, on a besoin de gens qui... Alors, on ne demande pas à un junior de mener un projet à 5 millions de dollars et de parler au client. Ça s'apprend, ça prend du temps, quoi. Et parfois, voilà. Et donc, on forme les gens à ça. Mais c'est ça l'objectif, quoi. Un objectif de croissance par contre. Et ça, si tu veux, ça change la perspective de beaucoup de choses. C'est-à-dire que t'es quand même t'es pas juste responsable de ta discipline, t'es responsable du résultat que tu crées, quoi. Une question, salut Mathieu. Tu dis qu'il faut renverser le brief, tout ça. Concrètement, qu'est-ce que tu vends? Comment tu le vends? Et sur quelle temporalité? Ouais. Donc, le brief, tu le challenges pas la première semaine, quoi. D'accord? Le brief, tu le prends, tu le comprends, mais il y a un meilleur terme que challenge le brief, c'est, on va dire, je vais essayer de traduire en français. On va dire, je vous le dis en anglais déjà, le terme que j'utilise, c'est expand the mandate. C'est-à-dire étendre le mandat qui vous est donné. Bon, un brief, c'est un mandat. Vous avez un mandat pour faire certaines choses. Et ce qu'il faut faire, c'est le faire gonfler. Il faut étendre la surface du mandat qui vous est donné. Et c'est pas forcément mettre le brief à l'envers, quoi. D'accord? Mais c'est découvrir donc ce qui marche et ce qui marche pas dans le brief, d'accord? Ce qu'il y a et ce qu'il y a pas. Et il y a plutôt pas que, d'accord? C'est-à-dire que il manque énormément de choses dans un brief, évidemment, d'accord? Il y a plus de choses en dehors du brief que de choses dans le brief, par définition. Et donc il faut arriver à trouver les choses qui sont pas dans le brief. Donc ça, c'est la première chose. Et donc être très réaliste là-dessus et comprendre d'où vient le brief, qui l'a écrit, pourquoi ils sont en train de faire ça, etc. Toute la circonstance du business, de cette situation particulière, quoi. Et la mentalité de faire comment on dirait, de faire accroître le mandat, d'accroître le mandat, ça commence le premier jour, ça, par contre. D'accord? Ça, tout de suite, c'est pas qu'il faut tout de suite vendre plus aux clients, mais il faut tout de suite être dans cette mentalité de voir pourquoi le brief est limité. Personne viendra jamais vous voir pour dire « transforme-moi mon entreprise ». Ça n'existe pas, quoi. Et donc, ça va être forcément très partiel. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième principe, c'est que il faut toujours faire du très bon travail parce qu'il faut établir la confiance avec le client. Déjà, le premier truc, c'est que t'es pas écouté, t'es pas pris au sérieux tant que t'as pas fait tes preuves. D'accord? Donc ça, ce travail-là, il s'établit même avant le brief, c'est-à-dire dans les premières conversations avec les clients, avant même que si c'est un pitch, par exemple, ou même si c'est le début d'un projet, il y a un avant-projet. Il y a un avant-brief. Il faut être dans l'avant-brief. Il faut être dans les conversations de l'avant-brief. À la limite, l'idéal, c'est que vous écriviez le brief vous-même, pour le client. C'est ce qu'on essaye de faire, nous. C'est-à-dire de monter, de commencer à parler au client et à leur dire « Ah ouais, on a reçu votre brief, mais… enfin… » Ou si le client vous appelle en vous proposant, enfin, en vous expliquant un peu la situation dans laquelle ce qu'ils sont en train de résoudre, l'idéal, c'est que vous faisiez tout de suite en proposition de les aider et idéalement, d'écrire le brief. Parce que si vous écrivez le brief, vous êtes quand même à 80% sûr de gagner le projet, quoi. Vous êtes en bien meilleure position. Donc ça, c'est le deuxième truc. Donc commencer à livrer le travail très bien, ça c'est, je veux dire, le plus dur, en fait. Parce que vendre des missions supplémentaires, à la limite, c'est facile si vous avez établi la confiance et prouvé que vous faisiez le bon boulot, quoi. Mais ça, il faut être vigilant, mais de tous les instants. Parce que en plus, même si vous êtes vigilant, il va se passer une merde à un moment donné, c'est sûr. Et donc, il faut être prêt à réagir, il faut anticiper avant que ça se passe. Et même quand vous anticipez avant que ça se passe, il y a un truc qui va se passer forcément. Donc, il faut être entraîné à gérer ces situations-là avec transparence, humilité, voilà, etc. Et ça, j'étais dans un projet il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, où on commençait avec un client. Ils font de la data sur la pharmacie.
donc la data pharmaceutique, pour les très grands hôpitaux. Et donc, ils gèrent des tonnes de data et ils les redonnent à leurs clients sous forme de produits et de solutions. Et donc, on travaille avec eux, on commençait le truc. Enfin, on était déjà dans le projet et on a merdé sur un certain aspect du travail. Et le client nous a remonté les bretelles. Et donc, dans ce cas-là, il faut parler, il faut résoudre le problème, expliquer comment on résout le problème. Et donc, on a fait ça, on a remonté la pente. Ça a pris plusieurs semaines pour remonter la pente, tout en conduisant le projet en même temps et en corrigeant le tir, en amenant des personnes dans le projet qui étaient en mesure d'apporter davantage de crédibilité sur certains aspects. Et on a résolu le problème et maintenant, on est en meilleure position qu'avant. C'est-à-dire que le fait d'avoir craché, j'exagère un peu, mais pour vous expliquer, et d'avoir résolu la situation, en fait, ça nous a mis dans une situation, en fait, meilleure qu'avant le crash, je veux dire. Parce qu'on a prouvé qu'on pouvait s'adapter, on pouvait résoudre les problèmes du process et pas juste des produits. Et donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, quand la crédibilité est établie, la confiance est établie, là, vous êtes force de proposition. Vous pouvez apporter des idées, parler du business. Et là, ça devient, c'est la meilleure partie, quoi. C'est la partie la plus intéressante. Finalement, trouver les opportunités qui sont pas dans le brief, en parler aux clients, leur montrer des trucs, leur montrer des case studies, faire des pitchs à d'autres personnes de l'organisation, créer des workshops gratuitement, des choses comme ça, quoi. Et pour leur montrer, pour être intéressant, pour leur donner du grain à moudre, pour leur donner des inspirations, des idées, etc. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est la meilleure façon de faire. Une fois que vous avez ça, vous leur montrez les possibilités. Et après, c'est un travail de roadmap, de création de projets. C'est des allers-retours. Il faut être patient. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Il y a des entreprises qui vont vite et d'autres qui vont très très lentement. Et peu importe, il faut jamais lâcher le morceau, quoi. C'est-à-dire que ça peut se produire la semaine prochaine ou ça peut se produire dans 2 ans. Et ben, il faut jamais lâcher le morceau. Il faut toujours revenir et ça finit par tomber, quoi. Bonsoir, désolé si je m'excuse par avance parce que je vais peut-être parler des rôles, donc un énième débat sur les rôles et les fonctions. Bien sûr. Et j'ai pas tout à fait compris ce que faisait quelles étaient les fonctions du product stratégiste. Est-ce que c'est un rôle? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que pour moi, le PM, c'est celui qui va faire de la discovery, mais aussi peut-être de la delivery. Là, il fait plus de la delivery. Du coup, qui est cette personne-là et qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Donc, voilà. Donc, une fois de plus, ça dépend des contextes, mais chez Code & Theory ou dans des grosses boîtes comme les boîtes de tech ou Squarespace, pour citer ça, parce que je les connais, les product managers sont vraiment ici. Et les product managers sont vraiment ici, sont vraiment le pont avec l'engineering, ça c'est clair. Product strategy, il y en a assez peu dans des boîtes comme Squarespace, pardon, mais il y en a beaucoup en agence. Parce que une boîte comme Squarespace réinvente pas son business toutes les semaines. Enfin, il devrait, mais c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas besoin pour une entreprise produit qui offre un service, un produit aux consommateurs. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue en permanence, d'accord? Donc, en général, la stratégie produit, elle est dirigée par le patron de l'entreprise. Et il peut y avoir 2-3 personnes qui conseillent, qui sont là pour mettre en place la stratégie et pour informer tout le reste, d'accord? En agence, nous, on a, je sais pas combien on a de projets en même temps. Enfin, c'est des dizaines et des dizaines de clients et d'entreprises. Donc, on a besoin d'une équipe importante pour définir la stratégie produit, solution, etc. Donc, ces gens-là, leur boulot, c'est vraiment pourquoi on fait les choses. C'est ça leur job, c'est de définir pourquoi. Et à partir du moment où le pourquoi est défini, ils amènent ce travail-là et commencent la collaboration avec les gens qui s'occupent du quoi. Qu'est-ce que c'est qu'on fait? Quels sont les features, etc. Mais ce passage-là, il est critique, d'accord? En fait, la traduction du pourquoi vers le quoi, c'est super important. Et donc, ces gens-là, je te disais avant, ils peuvent venir de plein de backgrounds différents déjà. Et leur rôle, c'est de comprendre le business,
de comprendre le brief très bien, de ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans le brief, de conduire avec les équipes de recherche, que ça soit UX ou en l'occurrence data ou audience, etc., d'agréger un maximum de données et de conduire, on va dire, toutes les méthodes qui consistent à agréger l'information sur le business et la traduire en le début des solutions. C'est-à-dire, en fait, les interviews, les workshops, les trucs d'alignement. Et puis, ce sont eux qui sont vraiment au front, quoi. Ce sont vraiment eux qui sont au front parce que c'est là où c'est la partie la plus politique, en fait, des projets. C'est là où ça se passe, quoi. Si ça se passe pas bien, rien ne se passe bien, on va dire, hein. Après, si ça se passe bien, c'est pas garanti que ça se passe bien ici non plus. Mais on va dire que le pourquoi, aligner les clients sur le pourquoi on fait les choses, quelles sont les choses importantes, moins importantes. Et ça, en plus, ça s'arrête pas, hein. C'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas un flow, on passe de là à là. En fait, c'est une boucle, en fait. C'est une boucle permanente entre le pourquoi et le comment, en fait. Et au début, on fait cette boucle. D'ailleurs, j'aurais pu la représenter en cercle parce que on commence avec une définition basse des choses sur le pourquoi et le comment, et puis on augmente la définition, la résolution des choses de plus en plus. D'accord. Donc ça, c'est comme une image avec 5 pixels, et puis et voilà, tu te retrouves avec 20 millions de pixels à la fin du projet, normalement. D'accord. Et donc les rôles de product stratégie, c'est critique, quoi. C'est des gens qui donnent la direction qui donnent la direction générale de ce que doit être la solution, de ce que ça doit faire, de ce qu'elle ne doit pas faire, et de toutes les facettes d'une solution, produit qu'on va lancer ou qu'on va améliorer avec le client, etc. Ça ressemble un peu à un planeur stratégique dans les agences de pub. Non. Non, pas du tout. J'aurais essayé. Non, parce que les planeurs stratégiques, si tu veux, déjà, c'est pour la publicité. C'est pas pour le produit. Ça, j'insiste là-dessus. Et les planeurs stratégiques, ce que je disais, c'est que au début de ce talk, c'est que j'ai travaillé avec des plannings stratégiques chez Ogilvy et chez Digitas. Et en fait, ils sont en fait en dehors, hein, de ce spectre. Ils sont avant ça. Et ils s'intéressent à l'audience et au marché, d'accord, et aux segments, etc. Mais en fait, quand on fait du produit et pas de la publicité, cette tâche-là, elle est intégrée là-dedans, quoi. Ces tâches sont intégrées. Sauf que le prisme, il est au service de ce qui va se passer après, quoi. Et moi, j'ai pas vu de planeur stratégique être particulièrement pertinent en ce qui concerne ce type de contexte, quoi. Oui, je pense que c'est le programme. Je pense que c'est le moment. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Vous pouvez applaudir, hein.